Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau forum du Parti de la France, évidemment votre rendez-vous hebdomadaire où on traite un sujet d'actualité et où on parle des actualités françaises également. On a avec nous quand même Arnaud Mille parce que nous allons centrer cette émission autour des États-Unis. Vous avez vu le titre, Donald Trump, la trahison. Effectivement, beaucoup disent que Trump a été élu sur un mandat non interventionniste, qui n'avait pas faire le gendarme, comment on pourrait dire, de la planète Terre. Est-ce que c'est une trahison? Est-ce que c'est vrai? On va en discuter en long, en large et en travers, évidemment suite aux événements qui se passent au Moyen-Orient, le Liban, Dubaï et évidemment Iran. Arnaud, comment allez-vous? Vous êtes représentant du Parti de la France aux États-Unis. Et on dit bonsoir chez nous, mais pour vous c'est bonjour. Il y a quand même 6 heures de décalage horaire. En plus, il y a eu un changement d'heure chez vous en plus. Et donc, oui, ici, effectivement, il est 11 heures du matin, presque 11 heures du matin. On est passé à l'heure d'été déjà. Donc, bonjour Alex et bonjour Thomas. Et puis, ravi de faire cette émission avec vous. Mais c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir de la faire, évidemment. Et avec nous, on a Thomas Joly. Regardez cette magnifique photo de profil, c'est incroyable. C'est la photo de vos 50 ans, hein, je crois. C'est votre première émission en tant que personne de 50 ans, ou peut-être deuxième. J'espère que vous allez bien, Thomas Joly. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du Parti de la France et vous avez participé ce soir à cette émission sur Donald Trump. Est-ce que c'est une trahison? Vous allez bien? Bonsoir, bah oui, ça va très bien. Je suis en pleine forme et ravi de faire cette émission avec, évidemment, avec vous, Alexandre, mais aussi avec le camarade Arnaud Mille, qui est notre représentant aux États-Unis. Tout à fait, Arnaud Mille, que vous voyez souvent dans d'autres émissions, hein, parce qu'à chaque fois que ça traite de Donald Trump, des États-Unis ou de l'international, très souvent Arnaud l'invité, et avec le décalage horaire, on le remercie pour sa disponibilité. Alors justement, on va commencer directement dans le vif du sujet, parce que dans le monde comme aux États-Unis, l'intervention israélo-américaine en Iran ne semble pas être soutenue par l'opinion, en particulier aux États-Unis, où beaucoup de soutiens de la première heure critiquent violemment Donald Trump de s'être embarqué dans ce conflit. Mon cher Arnaud, vu que vous êtes sur place directement, vous pensez effectivement que la frange MAGA, ou même la population de manière générale, désapprouve totalement ce qui se passe en Iran? Alors, ça, je serais beaucoup plus nuancé. C'est effectivement ce que j'ai vu passer dans les médias francophones, mais je serais beaucoup plus nuancé. Alors, d'une part, il y a des influenceurs et des personnalités politiques qui étaient proches du mouvement MAGA ou qui en faisaient partie et qui ont pris leur distance avec l'intervention militaire en Iran. Je pense notamment à l'ancien présentateur de Fox News, Tucker Carlson, qui a maintenant son podcast sur X. Je pense notamment à Marjorie Taylor Greene, qui est une élue de Géorgie. Je pense aussi à Nick Fuentes, par exemple, qui est un polémiste en fait de l'internet, qui a une chaîne de podcast et qui a aussi pris ses distances. Par contre, les sondages que j'ai pu trouver, c'est que un sondage NBC qui dit que le soutien à l'intervention en Iran, donc les bombardements en Iran, le soutien chez les républicains MAGA, c'est 90%, 77% chez les républicains en général, 54% chez les non-MAGA républicains, donc les républicains qui ne s'identifient pas comme MAGA, 41% en général chez les adultes, 27% chez les indépendants, 9% chez les démocrates. Et il y a un sondage CNN et un sondage YouGov qui vont plus ou moins les mêmes chiffres. Donc, je pense que ça n'est pas une issue, c'est pas une question qui est aussi importante dans l'électorat que la façon dont ça peut être présenté quelquefois. Merci beaucoup en tout cas pour vos statistiques, vos chiffres et votre précision, mon cher Arnaud. Et vous, Thomas Joly aussi, j'aimerais vous poser cette question parce que sans grande surprise, on a toujours cette droite, j'ai envie de dire, ultra-sioniste, donc qui soutient totalement cette action. On va penser à la droite un peu Reconquête, Némésis, etc. Et à contrario, on a cette extrême droite qui va être totalement pro-tiers-mondiste, je pense à la Sorel, etc., qui vont être opposés, bien évidemment, à cette attaque. J'ai envie de dire, moi, j'ai pas été très surpris des réactions des uns et des autres. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez aussi cette binarité, j'ai envie de dire, dans notre cause, dans notre combat national? Alors oui, bien sûr. Tout d'abord, pour revenir sur la popularité de Donald Trump, évidemment, ça a surpris un certain nombre de ses soutiens initiaux, en particulier lors du premier mandat, où il avait fait du non-interventionnisme, en fait, un peu son cheval de bataille, et ça avait fait sa particularité par rapport à ses prédécesseurs, qu'ils soient démocrates ou qu'ils soient républicains.
Donc forcément, ça choque et d'un point de vue au niveau national, bon peut-être pas autant qu'on aurait pu l'imaginer d'après ce que dit Arnaud aux États-Unis, mais bon voilà, les sondages sont à prendre toujours aussi avec des pincettes, mais également en Europe, auprès de ses soutiens en Europe. C'est-à-dire que autant l'intervention, on va dire qu'il n'en était pas vraiment une, en fait, la capture de Nicolas Maduro au Venezuela a été plutôt bien prise par ses soutiens, qu'ils soient aux États-Unis ou ailleurs, puisqu'en fait, il s'agissait de neutraliser un narcotrafiquant communiste. Mais bon, on a pu voir que derrière, eh bien, en fait, ce sont les mêmes qui sont restés au pouvoir. Donc, il apparaît clairement que, en fait, Maduro a été vendu par ses par ses adjoints, par ses lieutenants, et que là actuellement c'est le statu quo au Venezuela. Bon, enfin, on verra bien d'un point de vue narcotrafic et d'un point de vue économique, en particulier en ce qui concerne le pétrole vénézuélien, comment ça se passera par la suite. Mais je ne suis pas certain, en tout cas, que les Vénézuéliens aient vu un grand changement par rapport à leur situation initiale du temps de Maduro. Toutefois, voilà, c'était quelque chose qui n'a pas coûté très cher aux États-Unis, la capture de Maduro, puisque il y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de dépenses de centaines de millions de dollars, ou même plus, comme là c'est en train d'arriver en Iran. Donc c'est pas du tout la même chose. Tout comme la neutralisation du gouvernement qui est en projet a priori, du gouvernement cubain qui serait prêt à tomber, étant donné que l'État en tout cas économique de l'île serait assez catastrophique, encore une grande réussite du communisme. Donc ça c'est autre chose, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qui pouvait être compris d'un point de vue des gens qui admiraient Donald Trump, puisque en fait ça reste sur le grand continent américain, dirons-nous, en Amérique centrale. Donc voilà, il y a quand même une raison, on va dire, des intérêts nationaux américains qui sont en jeu. En revanche, en Iran, c'est sûr que c'est beaucoup moins compris. Et d'ailleurs, y a-t-il quelque chose à comprendre à part le fait que Donald Trump s'est laissé embarquer dans un conflit contre l'avis du Pentagone, hein, d'ailleurs. Le Pentagone lui a déconseillé d'intervenir en Iran parce que l'Iran, c'est pas du tout l'Irak de 2003, et que je crains qu'il se soit fait embobiner par les Israéliens, par Netanyahou, par peut-être le Mossad, qui nous a expliqué que c'était une guerre gagnée d'avance, qu'il suffisait de flinguer l'ayatollah, ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs. Il y a quand même un sacré service de renseignement, une certaine précision dans les possibilités de bombarder, et que le régime allait tomber comme un fruit mûr. Or, il s'avère que ce n'est pas le cas du tout. On y reviendra sûrement après. Et donc oui, comme vous le disiez Alexandre, il y a effectivement les réactions qu'on attendait. C'est-à-dire que en fait, comme d'habitude, dirais-je, nous, au Parti de la France, on essaie d'avoir une réaction équilibrée. Et les réactions équilibrées en fonction des intérêts de la France, avant tout. C'est-à-dire que, voilà, nous n'allons pas nous identifier ni aux Mollahs, ni aux Israéliens. C'est ça que on a vraiment beaucoup de mal, en tout cas au sein du camp national, s'il y a une hystérisation des prises de position en faveur de l'un ou de l'autre, avec une espèce de volonté de soit casser de l'arabe ou de casser du juif d'un côté ou de l'autre par procuration, sans penser une seule seconde aux intérêts français, aux intérêts même au-delà européens, ou du monde occidental. Et il apparaît clairement, en tout cas au Parti de la France, qui n'est pas du tout dans l'intérêt de l'Occident et dans l'intérêt de la France de s'impliquer dans ce conflit en Iran, et à ce que ce conflit dure, et ce que ce conflit s'étende également. Donc voilà, il faut avoir une approche froide, pragmatique, et surtout nationale, et surtout française. C'est ce qui manque énormément dans notre milieu, c'est qu'il y a une sorte d'excitation, de prise de parti de manière complètement irrationnelle pour un camp ou pour un autre, sans penser une seule seconde que nous devons réfléchir et agir en tant que Français.
Oui, c'est vrai. Euh, Ah bah vous allez réagir, Arnaud? Bah allez-y. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Thomas. Et c'est surtout que, en fait, on a très peu d'informations qualitatives qui viennent on va dire, de ce conflit. Il y a très très peu d'informations des deux côtés par rapport aux pertes iraniennes, par rapport aux dégâts sur les infrastructures iraniennes, ou que ce soit sur les dégâts sur les infrastructures des pays alliés des États-Unis, ou éventuellement sur des navires américains. On a très très peu d'informations. Et donc, je suis d'accord avec Thomas, il faut être excessivement prudent là-dedans avant de prendre position, parce que finalement, on ne sait pas vraiment encore ce qui se passe. Les gens présentent ça comme étant une guerre. C'est l'appellation médiatique. Le Pentagone a aussi appelé ça une guerre. Mais si on regarde, pour moi, une guerre, c'est ce qui s'est passé en 2003 avec l'opération Iraqi Freedom, où il y a eu une invasion de l'Irak. Là, ou par exemple en 1990-91 avec la première guerre du Golfe. Là, pour le moment, on est sur des frappes aériennes et des frappes avec des missiles de croisière qui sont tirés depuis des bâtiments de surface en mer. Et donc, on est plus sur quelque chose qui ressemble à l'opération de bombardement Desert Fox en Irak en 98, qui a duré 4 jours, ou l'opération de bombardement qui s'appelait Allied Force en ex-Yougoslavie en 1999, qui avait duré 70 ou 80 jours. Et on ne parle pas de guerre dans ce cadre-là. Donc c'est un conflit armé, mais ça n'est pas une guerre avec tout ce que ça peut supposer. Une guerre, ça suppose des troupes au sol, ça suppose une chaîne logistique au sol pour alimenter les troupes, leurs déplacements, etc. Là, pour le moment, on reste quand même sur une campagne de bombardement dont il semblerait que c'est Israël qui soit à l'initiative, puisque, comme le mentionnait Thomas, l'ayatollah Khamenei est mort dans les premières heures des événements, mais il semblerait qu'il soit mort dans une frappe israélienne. Et donc, il semblerait que c'est les Israéliens qui aient commencé cette vague de bombardement et que les États-Unis se sont engagés ensuite. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment d'objectifs. Comme dans tous les conflits, on n'a jamais vraiment les objectifs de guerre qui sont clairs. Je suppose qu'au Pentagone et au Department of War, ils ont un projet, ils ont une liste d'objectifs, mais qui n'a pas été rendu public. On ne sait pas finalement quel est l'objectif de cette guerre. Donc moi, ça m'incite à une certaine prudence. Bon, ce qu'on peut dire à peu près confirmé par plusieurs sources, et à peu près sûr et certain, c'est que l'Iran n'a pas ou presque pas de marine à l'heure actuelle, que quasiment tous les navires ont été coulés en fonction des sources, c'est tous les navires ou presque tous. A priori, les gros sites de fabrication d'armement ont été détruits. Les grosses infrastructures stratégiques du style dépôt pétrolier, etc., ont été détruits. Donc, ça ressemble quand même à un pays qui est fortement affaibli. Encore une fois, est-ce qu'on est proche de la fin de ce conflit ou pas? Personnellement, je pense que c'est un conflit qui ne durera pas plus de quelques semaines pour des raisons logistiques. On en parlera peut-être plus tard, mais la capacité à tirer des missiles comme ça en quantité, euh, on parle de centaines de missiles par jour des deux côtés, un côté iranien et côté de la coalition internationale, ça ne peut pas durer pendant des mois. Donc à un moment, ce conflit va prendre fin de lui-même. Ce qu'il faut essayer d'anticiper, c'est quelle sera la situation en fait à la fin des hostilités. Est-ce que ça va aboutir à un changement en Iran sur le programme nucléaire notamment, ou est-ce qu'en fait on va revenir à un status quo antebellum quoi, comme c'était avant le conflit? C'est vrai, Moi, d'ailleurs. pour moi, c'est ça la question à laquelle je me pose. Ensuite, il Ok. faudra parler aussi des conséquences. Bah, j'allais justement vous demander pour recentrer un petit peu pour recentrer un petit peu le sujet et aussi pour compléter ce que vous dites, c'est que on a Thomas Joly qui nous dit que les États-Unis font ça, j'ai envie de dire, par servilité, par obéissance envers Israël. Mais vous, Arnaud, est-ce que vous pensez effectivement qu'au-delà de cette obéissance envers Israël, il y a un intérêt vraiment pour les Américains d'attaquer l'Iran? Quel est l'intérêt des Américains et de Donald Trump dans cette histoire? Ben, en fait, bon, l'idée, c'est que comme je l'ai dit, Israël a été le premier à taper en Iran. Donc, le fait que Israël veuille ce conflit, ça paraît évident. Après, ce qu'il faut regarder, c'est les implications sur au niveau international. Parce que le détroit d'Ormuz, pour le moment, est bloqué. On va dire que ça tourne vraiment au ralenti, il n'y a que quelques bateaux qui passent. Ce qui fait que l'approvisionnement en pétrole
de pays qui sont des énormes consommateurs comme la Chine, par exemple, qui importe à peu près un tiers de son pétrole de cette région-là, hein, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite et de pays côtiers du détroit d'Ormuz. Le prix du pétrole monte, les approvisionnements vont se raréfier, donc ça va avoir un impact sur l'économie chinoise, par exemple. Ça va aussi avoir un impact ici aux États-Unis, puisque le prix du pétrole qui monte, il a monté un petit peu à la pompe. Ça reste quand même moins cher aujourd'hui avec la guerre, ou le conflit armé en Iran que ça ne l'était sous Biden, quand il n'y avait pas de conflit. Mais ça va permettre, avec un prix du baril qui monte, de favoriser aussi les forages aux États-Unis et la relance de tout un tas de petits programmes pétroliers ici aux États-Unis. Surtout que Trump avait assoupli les réglementations dès ses premiers jours de mandat. Ça va aussi avoir des implications géopolitiques sur le conflit en Ukraine. Parce que les gens l'oublient, mais en Russie, l'exploitation du pétrole et du gaz en Russie se fait principalement par l'État russe via des sociétés qui sont des filiales des sociétés publiques, qui sont en fait des filiales de ministères russes. Et que plus le baril est élevé, plus il y a de recettes pétrolières et d'hydrocarbures qui rentrent dans les caisses de l'État. Et donc ça aussi, ça va avoir un impact sur la guerre en Ukraine. Donc en fait, pour moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est quelles vont être les implications internationales de ce conflit, parce que je pense que c'est en train de rebattre les cartes dans de nombreux domaines, que ce soit en Ukraine, sur le marché de l'énergie, l'industrie chinoise, le marché pétrolier américain, etc. Et en Europe aussi. Par exemple, avec la crise énergétique qui existait déjà avec la fin des approvisionnements russes et qui est en train d'être amplifiée. Oui, effectivement. Thomas, j'avais posé une question, mais si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Oui, alors je voudrais compléter dans le sens où Arnaud a tout à fait raison, dans le sens où quand il disait que attention à la propagande de guerre d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire qu'on a aussi la même dans le conflit russo-ukrainien, où en gros on ne sait pas grand-chose. Il est très difficile d'avoir des informations réelles. Ce qu'on peut craindre dans le conflit russo-ukrainien, c'est que le nombre de morts de part et d'autre, puisque il faut savoir que les Slaves ont une façon de faire la guerre qui n'est pas qui n'est pas véritablement occidentale, c'est-à-dire que eux, le prix de la vie humaine, la vie de la troupe n'est pas le même qu'en Occident, et la guerre zéro mort ils connaissent pas. Donc je crains qu'après ce conflit, on s'aperçoive qu'il y a eu énormément de morts dans ce conflit russo-ukrainien. Pour l'instant, au niveau, c'est pas le cas. Si, il y a énormément de bombardements, d'attaques, mais on n'est pas dans une guerre au sens où des troupes au sol sont envoyées. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas du tout une option envisagée par Donald Trump, parce que d'une part, ça ne se passe pas exactement comme prévu, et donc je pense que malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, Donald Trump est très décevant. C'est qu'il a suivi Israël dans ses délires de guerre eschatologique. C'est-à-dire que Israël a déclenché cette guerre alors parce que l'Iran, ça fait 40 ans que Israël aurait pu déclencher cette guerre, et il semble qu'il y ait une volonté d'Israël d'accélérer les choses, d'accélérer ce conflit, d'une volonté de vouloir l'étendre, puisqu'on le voit aussi qu'Israël bombarde le Liban et en profite pour chasser les chrétiens de leur village. Je pense que c'est une volonté expansionniste, qui n'ont pas du tout l'intention d'en partir par la suite. Donc on voit véritablement que Israël cherche absolument à étendre le conflit, à entraîner ses alliés dans ce conflit, et notamment obliger Donald Trump à poursuivre. Sauf que on sent que Donald Trump, puisqu'il a fait des déclarations expliquant que le travail était fini, que l'Iran était détruit, que les objectifs étaient atteints, il l'a quand même dit. Et immédiatement, Israël a dit que non, pas du tout, il fallait continuer la guerre. Donc on sent qu'il y a une certaine tension entre Donald Trump, je pense, et le gouvernement israélien. Je dis le gouvernement israélien, je ne dis pas Netanyahou, parce que étrangement, Netanyahou, lorsqu'il apparaît, sans tomber dans le complotisme bas de gamme, la dernière vidéo où il apparaît est quelque peu douteuse. Et aujourd'hui, je crois qu'il y avait une réunion de sécurité qui est filmée, dans laquelle d'habitude c'est Netanyahou qui la tient, et là ce n'est pas lui qui l'a tenue. Donc pour l'instant,
on n'est pas tout à fait certain qu'il soit encore soit vivant, soit en grande forme, ou soit en Israël, parce qu'il est peut-être très loin aussi. On sait déjà que sa famille est loin de l'Israël. Et donc lui peut-être aussi. Bon bref, toujours est-il que on sent une volonté, en tout cas de Donald Trump, de se désengager rapidement de ce conflit, même si on connaît l'animal, hein, et souvent il peut annoncer tout et son contraire en l'espace de quelques heures. Mais voilà, on sent que tout ne se passe pas comme prévu, que l'Iran, en fait, on s'aperçoit que l'Iran était préparé à ce conflit depuis des décennies, et que pour se préparer à un tel conflit sur la durée, eh bien, il aurait fallu lever des fonds, préparer un armement, des munitions de manière conséquente. On s'aperçoit aussi que le fameux dôme de fer n'est pas si efficace que cela. Et d'ailleurs, il est très très coûteux. Hein. Attention, le dôme de fer est très 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 coûteux. Chaque jour, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Également, on s'aperçoit que la technologie iranienne au niveau des drones, je crois qu'ils sont d'ailleurs les meilleurs au monde, et on a pu se percevoir que des drones qui ne coûtent pas très cher ont pu endommager, en particulier des radars qui étaient sur les bases américaines, hein, dans différents pays, et ont pu être détruits par des drones qui ont un coût dérisoire et des radars qui valent une petite fortune. Donc c'est sûr que tant que tout ce matériel n'est pas mis à l'épreuve d'un conflit, on ne peut pas non plus connaître sa vulnérabilité, son efficacité. Donc voilà, tout cela, c'est à prendre en compte, en tout cas, tout en restant prudent. Pour ma part, j'ai l'impression que Donald Trump veut essayer de se désengager le plus rapidement possible de ce conflit, aux conséquences en particulier économiques et énergétiques que l'on ne soupçonne peut-être pas encore. Et donc, il veut s'en dégager, mais évidemment, il veut pas partir la queue entre les jambes. Donc, il faudra qu'il y ait, à mon avis, tout du moins qu'il y ait une impression sur la scène internationale de réussite. On peut pas partir, s'engager à ce point et repartir comme on est venu sans absolument rien avoir obtenu. Bon, il y a quand même eu la mort de l'ayatollah et je pense que l'Iran subit tout de même subit lourdement, en tout cas, les frappes israéliennes et les frappes américaines, mais Israël aussi. C'est-à-dire que je pense que Israël n'a jamais été aussi durement frappé, d'ailleurs peut-être même depuis sa création, que lors de ce conflit. Et comme le disait Arnaud, on ne peut pas véritablement savoir, puisqu'il y a de très très peu de renseignements qui arrivent, ou alors de la propagande de l'Iran ou de la propagande israélienne, américaine, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai qu'étonnamment, d'ailleurs, ce qui peut faire penser que ça ne se passe pas si bien que ça pour les Israéliens et pour les Américains, c'est qu'il y a assez peu d'informations, assez peu d'images, même de propagande d'Israël, oui, mais des États-Unis tout de même un peu moins. Donc on peut imaginer que tout ne se passe pas comme prévu. Donc toujours est-il que nous, notre intérêt est que ce conflit s'arrête le plus rapidement possible. Et aussi quelque chose qui est assez ridicule et aberrant, c'est de faire pleuvoir les bombes sur l'Iran, sur la population aussi iranienne, hein, puisqu'il y a quand même quelques dommages collatéraux, tout en demandant, Donald Trump, en demandant aux Iraniens de sortir dans la rue à main nue pour renverser le régime. Donc on voit quand même qu'il y a un gros problème à ce niveau-là, et je crains que ces bombardements, cette agression israélienne ne ressoude la population justement autour du régime. Je crains que ça ne le renforce, tout du moins pour l'instant. Après, il faut voir aussi quels sont l'état des dégâts en Iran, où en est l'armée iranienne, où en sont ses forces de riposte. On ne le sait pas réellement, mais en tout cas, c'est pas une guerre qui va s'arrêter dans les jours qui viennent. Je ne pense pas du tout, je ne crois pas du tout à un écroulement de l'Iran dans les jours, dans les semaines, ni même dans les mois qui viennent. Donc voilà, l'intérêt, c'est que ce conflit s'arrête le plus rapidement possible. En tout cas, notre intérêt, l'intérêt économique de la France et de l'Europe, et géostratégique, évidemment, nous n'avons absolument rien à y faire. Absolument rien à y faire. Et je crains que s'il y a un désengagement américain ou
voilà, une intention américaine de se désengager relativement rapidement. On connaît Israël, on connaît le Mossad, et j'ai très peur qu'ils fassent du sale. C'est-à-dire d'attentats sous faux drapeau, qui pour forcer les nations dites alliées à s'impliquer dans ce conflit. Donc je pense qu'il va falloir être très très vigilant, très très attentif à ce qui pourrait se passer, à les différents types d'attentats, et connaissant la façon de faire israélienne, je crains que ce soit sur le sol américain ou en Europe, à quelque chose qui pourrait arriver de particulièrement choquant, de telle façon à ce qu'on se dise, évidemment avec les Iraniens qui seraient accusés, et parce que évidemment c'est bien connu que les Iraniens ont tout intérêt à aller faire des attentats aux États-Unis ou en Europe, hein. Mais bon, ça c'est la colossale finesse des services secrets israéliens. Mais je crains qu'ils essaient de créer un casus belli, ou tout du moins quelque chose qui oblige les États-Unis à poursuivre la guerre, ou l'Europe à s'engager dans ce conflit qui, je le rappelle, ne nous concerne absolument pas. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur deux choses que Thomas a mentionnées, parce que j'avais mis ça dans mes notes. La première chose, c'est que l'administration Trump, comme toujours, multiplie des messages contradictoires. Ça a d'ailleurs été relevé en conférence de presse il y a 2 jours. C'est qu'on a par exemple Pete Hegseth, le ministre de la Défense, qui dit que le conflit peut durer car il y a des stocks de munitions et qu'il n'y a pas de problème, ça peut être un conflit dans la durée. Et le même jour, Donald Trump qui dit que le conflit est presque fini parce que les objectifs sont presque remplis. Et quand Trump avait été questionné par une journaliste dans une conférence de presse il y a 2 ou 3 jours sur ce sujet-là, précisément, en disant mais alors la guerre, est-ce qu'elle va durer ou est-ce qu'elle est presque finie? Elle avait dit oui, on peut dire les deux en même temps. Et en fait, ce que je pense, c'est que c'est vraiment adapté à l'audience. Quand Pete Hegseth il parle aux faucons, il parle aux diplomaties étrangères en disant voilà, la guerre durera le temps que ça a besoin de durer. Et de l'autre côté, on a Trump qui fait passer le message au marché financier. En gros, ne faites pas de dinguerie, le prix du pétrole va retomber. Et c'est ça aussi l'idée, c'est qu'il y a des implications économiques énormes dans ce conflit. Parce que faut pas oublier que la majorité des pays du monde importent leur pétrole du Moyen-Orient, et que le détroit d'Ormuz, c'est 20% du trafic mondial de pétrole, mais c'est aussi là où le prix du pétrole se fixe. Parce que s'il y a ce genre d'incident en Angola, tout le monde s'en fout et les cours du pétrole ne vont pas exploser. Vraiment, le détroit d'Ormuz a, en plus d'être 20% de la capacité pétrolière mondiale qui transite par ce détroit, c'est aussi là où les choses se passent. C'est-à-dire le prix du pétrole prend en compte ce qui se passe à Ormuz et dans les pays voisins, là où on ignorait si ça se passait au Texas ou en Angola ou au fin fond de la Russie, en fait. Donc ça, c'est une première chose. Et sur ce que Thomas avait dit aussi sur le coût de la guerre avec les drones, où d'un côté, on a l'Iran qui fait des drones pas chers, des drones à 5 chiffres, 30 000, 40 000 dollars, 50 000 dollars, qui sont détruits par des missiles ou des systèmes d'armes à 2 millions, 3 millions, donc des systèmes d'armes à 7 chiffres. Ça, c'est vrai. Mais l'évolution que j'ai pu constater, c'est que les États-Unis ont rentré en service un nouveau type de drone qui s'appelle le LUCAS, comme le prénom, LUCAS, Low Cost Uncrewed Combat Attack System, qui veut dire système de combat d'attaque sans pilote à petit budget, et en fait, qui est un drone Shahed américain, qui a été en fait un drone Shahed iranien qui a été envoyé aux États-Unis, qui a été rétro-ingénieur et qui est maintenant produit aux États-Unis et qui coûte très peu cher. Et donc, on arrive maintenant à avoir un drone Shahed Made in America qui est plus performant et qui est pas cher. Donc, le drone suicide, le drone kamikaze, qui était une invention iranienne, qui avait été popularisée sur le front ukrainien, puisque l'Iran en vendait à la Russie. Les Russes les appellent Geranium, Geran. Hein, en fait, c'est un drone Shahed iranien rebaptisé Geran en Russie. Et donc maintenant, on trouve aussi ça du côté américain. Donc on est en train de voir une transition dans les systèmes d'armes où avant on essayait d'avoir des systèmes d'armes les plus performants possibles sans vraiment avoir une considération pour le coût du système d'armes, où là maintenant on passe sur des systèmes d'armes moins chers qui permettent d'être employés beaucoup plus souvent. Et c'est une transition qui existait déjà avec la guerre en Ukraine.
On a déjà vu ce genre de transition. Et ça, je pense que c'est en train de remodeler la perspective sur les guerres du futur, en fait. On va avoir de plus en plus de systèmes d'armes bon marché, pas chers, pour un usage intensif. Où avant, on essayait d'avoir les systèmes les plus performants, peu importe leur coût. Ok, très bien. Merci beaucoup Arnaud pour votre réponse. Ah oui, je reviens rapidement sur le sujet auquel vous êtes en train de débattre. J'aimerais l'opinion personnelle de Thomas Joly là-dessus. Arnaud a donc dit que ce conflit pourrait pas durer plus que quelques semaines. Et il nous a rappelé d'ailleurs que Donald Trump disait les deux, aussi bien que ça pouvait se terminer très bientôt que son administration qui dit l'inverse. Thomas Joly, vous pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous pensez que l'Iran peut tenir encore longtemps? Bah, en tout cas, pour l'instant, l'Iran a démontré que voilà, n'était pas un château de cartes, que le régime que le régime pouvait tenir et que l'Iran était préparé à cette guerre. Donc ensuite, voilà, on n'a pas assez d'infos pour savoir ce qu'il en est réellement. Peut-être qu'on dit ça et d'ici 15 jours, eh bien, l'Iran ne sera plus en mesure de répondre logistiquement. Mais il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que si la Chine et la Russie reste relativement en retrait de ce conflit, tout du moins officiellement, même s'ils ont condamné l'agression israélienne. Toujours est-il qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que l'Iran passe aux mains des Américains, c'est-à-dire que devienne, parce que c'est tout de même un pays charnière au niveau énergétique, au niveau géostratégique, et je pense que sous le manteau, dirons-nous, la Chine et la Russie doivent aider logistiquement l'Iran. C'est clair qu'il y a aussi cette dimension qu'il faut prendre en compte et qui a peut-être participé aussi à la prise de décision de Donald Trump d'entrer dans ce conflit, c'est-à-dire que l'Iran est tout de même un pays qui a des relations privilégiées avec la Chine et avec la Russie et qui est très stratégique au niveau géopolitique, au niveau énergétique, au niveau commercial, au niveau économique. Et donc, il est certain que dans leurs propres intérêts, eh bien, Russie et Chine n'ont pas du tout, à mon avis, envie que ce pays tombe aux mains d'un adversaire, tout du moins économique, même si les États-Unis ne sont pas en guerre avec la Chine ou avec la Russie. Donc je pense qu'il est dans leur intérêt, et ils doivent le faire, d'aider, tout du moins logistiquement, je pense, le régime iranien. Je pense que c'est le cas. Donc, ce qui permettrait, je pense, à l'Iran de tenir beaucoup plus longtemps et peut-être d'occasionner des dommages beaucoup plus importants qu'on aurait pu l'imaginer aux bases américaines, aux navires américains et surtout à Israël. Et justement, j'aurais aimé poser la question aussi à Arnaud. Arnaud, vous pensez que la Russie et la Chine pourraient s'allier avec l'Iran, ou du moins aider l'Iran? Je sais pas. Je pense. Enfin, l'idée, c'est que ce qui me surprend, c'est que si ça devait arriver, pourquoi ça n'est pas déjà arrivé? Parce qu'il y a un accord stratégique entre la Russie et l'Iran, mais qui ne prévoit pas de clause mutuelle de défense similaire à l'article 5 de l'OTAN. Après, bon, faut prendre une chose en compte. Hein, quand je parlais des marchés pétroliers précédemment, c'est que les intérêts russes et les intérêts chinois sont divergents là-dessus. Si le conflit rend l'exportation de pétrole depuis la zone moyen-orientale compliquée, et le prix du baril a explosé en fait. Pour la Chine, c'est une mauvaise nouvelle. La Chine est un importateur net de pétrole en grande quantité pour faire tourner ses industries. Hein, la Chine, c'est l'atelier du monde encore. Donc, pour la Chine, le conflit, c'est un désastre. Le pétrole est plus cher, il est plus rare, c'est pas bon. Les Russes, pendant ce temps-là, eux, ils bénéficient d'un baril qui est à un prix très élevé. Comme je le faisais remarquer précédemment, ça fait augmenter les recettes de la rente hydrocarbures du gouvernement russe. Et donc, eux, en plus, la Russie est un exportateur net de pétrole, donc elle ne dépend pas du pétrole du Moyen-Orient.
Donc, c'est des pays qui ont des intérêts qui sont complètement différents, en fait. Si la guerre dure 2 ans, bon, ce que je ne pense pas, mais si elle venait à durer 2 ans, ça serait un désastre pour les Chinois, alors que la Russie, financièrement, s'en sortirait bien. Donc, je suis pas sûr que les BRICS, c'est vraiment des intérêts en commun là-dedans. Que quand on parle des BRICS, il faut pas oublier que c'est quand même un assemblage, un patchwork de pays disparates. Il n'y a pas vraiment de point commun entre la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Inde et le Brésil, par le fait qu'ils ont décidé de monter cette organisation de coopération ensemble. Mais en dehors de ça, c'est des pays avec des réalités économiques complètement différentes. Donc, franchement, je pense pas que. Je pense que l'intérêt des Chinois, c'est que ce conflit se résolve au plus rapidement possible et que on revienne à un prix du pétrole plus raisonnable. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup Arnaud pour votre réponse et votre précision sur les intérêts divergents entre la Russie et la Chine. Alors j'aimerais vous poser justement cette question Arnaud par rapport aux États-Unis directement, puisque vous êtes sur place directement, c'est pratique, c'est très pratique. Ça fait 2 ans, hein, ça fait un peu moins de 2 ans que Donald Trump a été réélu pour son second mandat. Oh, moi, ça fait 14, Oui, ça va faire 14 mois. oui, j'ai dit moins de 2 ans, 1 an et demi. Oui, c'est D'accord. ça, un an et quelques mois. 1 an et quelques mois. Mais Oui, justement, tous les 2 ans aux États-Unis, ce qu'il n'y a pas en France, c'est qu'il y a les élections de mi-mandat. Vous me voyez sûrement oui. arriver avec mes gros sabots. Est-ce que vous pensez que ce conflit en Iran est risqué, justement, est risqué pour Donald Trump pour remporter ces élections de mi-mandat? En rappelant ce que c'est, hein, les élections de mi-mandat, parce qu'en France, ça n'existe Oui. pas. Alors, les élections, alors pour faire simple, aux États-Unis, les cycles électoraux, c'est tous les 2 ans. Donc, on commence l'année 1 avec une présidentielle. Le président est élu. La Chambre des représentants, donc on va dire l'Assemblée nationale, en gros, les représentants, c'est l'Assemblée nationale, c'est les députés. Elle est élue pour 2 ans et les sénateurs sont élus pour 6 ans par tiers. Donc, donc l'année 1, on élit le président, les représentants, un tiers des sénateurs. L'année 3, le président est à moitié de son mandat. La Chambre des représentants est renouvelée pour un autre mandat de 2 ans et il y a un deuxième tiers des sénateurs qui est réélu. L'année 5, le président s'en va ou il est réélu. La Chambre des représentants est renouvelée encore une fois et là, le dernier tiers du Sénat est renouvelé. Traditionnellement, les midterms sont jamais favorables au président en place. Donc ça faut le savoir, c'est que traditionnellement, enfin sur les dernières décennies, c'est très peu probable que le président gagne les élections de mi-mandat. Généralement, le Sénat reste de la même couleur, mais c'est la Chambre des représentants qui peut basculer. Donc, si ça venait à se passer comme ça serait juste quelque chose de normal en fait. Par contre, je pense que on surestime la capacité des démocrates à faire une brillante victoire électorale. Parce qu'il faut bien se rendre compte que le Parti démocrate est complètement décrédibilisé. C'est vraiment l'état-major du Parti démocrate est complètement laminé. C'est à peu près au même niveau que l'état-major socialiste après le mandat Hollande. C'est-à-dire que c'est vraiment dans un état où c'est très compliqué pour eux. Certaines de leurs personnalités les plus emblématiques, comme je pense à la représentante Jasmine Crockett euh, au Texas ou à Al Green, à la primaire des démocrates, ils ont été battus par des gens qui sont des inconnus. Donc c'est quand même étonnant. Hein, on pourrait comparer ces gens-là à des éléphants du PS en fait en France qui se font sortir des primaires par des inconnus. Donc là-dedans, on voit que le Parti démocrate est dans est sur une mauvaise tendance en ce moment. Et à côté de ça, je pense que le fait qu'il y ait eu un resserrement sur l'immigration illégale fait aussi qu'il va y avoir beaucoup moins de fraude dans certains États. Parce que il y a des États où on en a déjà parlé dans d'autres émissions, hein, mais aux États-Unis, chaque État fixe sa politique électorale. Moi, je vis dans l'Alabama, qui est un des États les plus stricts. La politique électorale dans l'Alabama est plus stricte qu'en France. Tu votes en personne si tu es citoyen, point. Il n'y a pas de vote à distance, il n'y a pas de vote par courrier et il n'y a pas de procuration, contrairement en France. Et il y a des États comme en Californie ou dans le Minnesota où un permis de conduire suffit pour voter. Le permis de conduire ne prouve pas la nationalité dans ces États-là, ne prouve pas la citoyenneté.
Il y a des États comme au Minnesota où il y a le vote sharing system, où en fait, venir avec une pièce d'identité permet d'authentifier 2 ou 3 autres personnes en disant ah oui, lui je le connais, c'est Alexandre Ringer, c'est mon voisin, et donc te permettre de voter même si toi tu n'as pas de pièce d'identité, c'est ce qu'on appelle le vote sharing. C'est quelque chose qui est typique dans l'État du Minnesota. Donc ce qui permet en fait à virtuellement n'importe qui de pouvoir voter si c'est organisé avec des vrais électeurs, des gens qui ont le droit de voter et qui vote share, c'est-à-dire qui témoignent de la personne qui vient voter. Euh, Ça aussi, c'est pas favorable aux démocrates, hein, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que les illégaux qui votent démocrates. Donc, je pense que Trump peut-être ne gagnera pas les élections de mi-mandat, même sûrement ne gagnera pas les élections de mi-mandat, mais ça ne va pas être une bérésina comme ça annoncé. Ça, je suis convaincu. Surtout que les résultats économiques sont plutôt bons et que aux États-Unis, c'est vraiment les résultats économiques, hein, qui comptent. C'est vraiment vous savez, des présidents comme George Bush, hein, son élection en 2004, il était embourbé dans la guerre en Afghanistan, dans la guerre en Irak. Malgré tout, il a été réélu. Pourquoi? Parce que l'économie était au top. Ok, Voilà. intéressant. Et Intéressant. son père n'a pas été réélu en 92. Il a laissé sa place à Clinton parce que justement l'économie n'allait pas très très bien. Alors que pourtant on sortait quand même entre le mandat de Bush père et les 8 ans de Reagan, on sortait quand même de plus de 10 ans de politique économique vraiment bien. Et puis les quelques mois avant l'élection, l'économie s'est un peu détériorée avec la première guerre du Golfe et ça l'empêchait d'être réélu. Alors qu'il avait globalement un bon bilan. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aux États-Unis, c'est vraiment la situation économique qui est le moteur du vote des gens. Ok, très bien. Bah, c'est intéressant. Merci beaucoup Arnaud pour ces précisions. Mon cher Thomas Joly, j'aimerais vous poser cette question suivante, c'est que Donald Trump, il est Alors, un peu... juste Ah, un mot. allez-y. Juste un mot pour les midterms, ce qui est quand même, et Arnaud, je pense, me dira pas l'inverse, c'est-à-dire que tous les voyants étaient au vert pour les midterms et Donald Trump aurait pu réaliser ce que peu ont fait, parce que je crois que il y a que 2 présidents, si Arnaud me dira, qui ont réussi pendant les midterms, enfin sur les 47 présidents, il y en a que 2 qui les ont gagnés. C'est-à-dire qu'en fait, C'est les très rare. midterms, en général, on les perd. Et là, Donald Mhm. Trump était véritablement favori de ces élections qui sont d'habitude perdues quasiment d'avance. Mais le conflit s'impliquait aux côtés d'Israël dans le conflit en Iran, malheureusement, ne va absolument rien lui faire gagner pour ces élections et justement va plutôt lui faire perdre des voix, malheureusement. Donc je pense que le timing était particulier, politique, en tout cas au niveau intérieur, était particulièrement mauvais pour s'engager aux côtés d'Israël dans cette guerre incertaine. Ok, oui, effectivement. Merci beaucoup Thomas Joly pour cette précision. Alors justement, Thomas Joly, j'aimerais vous poser cette question, c'est qu'on peut dire que Donald Trump, il est un peu piégé un peu par l'État hébreu, piégé au Moyen-Orient dans ces conflits. Comment Trump pourrait s'en sortir, justement? Comment Trump pourrait sortir de ce piège? Ah, alors je crois que bon, voilà, faudrait qu'il demande. Comme je vous le disais tout à l'heure, Trump ne peut pas, voilà, il faut qu'il obtienne quelque chose. Voilà, Trump, c'est un businessman et il peut pas, voilà, avoir mis et sa crédibilité et l'armée américaine et comment et des centaines de millions de dollars et même peut-être même déjà des milliards de dollars qui ont été dépensés dans cette guerre pour revenir en se faisant humilier par l'Iran. C'est pas possible. Donc voilà, il faut qu'il obtienne quelque chose. Donc à mon avis, il a une volonté de se désengager de ce conflit. Je pense qu'elle est réelle, mais encore faut-il qu'il parvienne à obtenir quelque chose qui lui permette de briller aux États-Unis et sur la scène internationale. Donc comment ça, je n'en sais trop rien. Comment, en tout cas, a priori, bon, l'Iran, évidemment, ils font les fiers à bras là maintenant en disant qu'ils rejettent toute négociation de paix. Bon, voilà, ça c'est du discours de propagande de guerre. Et peut-être qu'il y a des choses qui se préparent. En tout cas, Israël fera tout pour faire capoter une fin rapide du conflit.
Ça, c'est certain. Mais après, à Trump de taper du poing sur la table, ce qu'il avait fait d'ailleurs pour la guerre des 12 jours, c'est-à-dire que il avait envoyé voilà une énorme bombe. Alors je sais plus exactement ce que c'est, Arnaud pourra me le préciser, sur soi-disant les installations nucléaires iraniennes. Il avait dit voilà, c'est terminé, l'objectif est rempli. On a rempli notre objectif. Les Iraniens ne peuvent plus obtenir la bombe atomique. On a envoyé une énorme bombe qui a tout détruit. Et maintenant, on arrête. Et là, je sais que les Israéliens avaient été très, très mécontents parce que Trump avait sonné la fin de partie lui-même et Israël avait été obligé par l'administration Trump à cesser immédiatement la guerre. Donc là, ça avait duré 12 jours à l'époque. Là, pourquoi Trump s'est réembarqué là-dedans, à voir aussi quels sont, comment Trump peut être tenu à ce point par Israël. Pourquoi il a été s'embarquer dans cette galère? Alors n'oublions pas qu'aux États-Unis, l'AIPAC a toujours une énorme influence. N'oublions pas cela, que même si Donald Trump est quelqu'un de relativement autonome et indépendant, on ne sait pas à quel point, en tout cas, le fameux lobby peut exercer des pressions sur lui ou l'entraîner dans ces délires belliqueux. Donc, en tout cas, moi, voilà, j'ai pas spécialement de conseils à donner à Donald Trump, mais je pense que plus la guerre va se prolonger, plus il sera en difficulté au niveau national et international. Donc, je pense qu'il cherche une porte de sortie. Est-ce qu'il va la trouver d'un point de vue diplomatique aussi avec l'Iran? Parce qu'il y a des discours de façade officiels et puis après, il peut aussi y avoir des tractations qui puissent arranger les deux parties. En tout cas, les Iraniens ont tout intérêt à négocier avec les États-Unis. Un arrêt du conflit avec les États-Unis et sûrement pas avec Israël. Et il est bien possible qu'ils parviennent à trouver un accord qui puisse arranger les deux parties de telle façon à ce que personne ne perde la face au niveau international. Après, voilà, est-ce que ça va arriver ou pas? On n'en sait strictement rien. À quel point Israël tient Donald Trump, on ne le sait pas non plus. Mais en tout cas, il est certain que Israël fera tout pour que ce conflit continue, s'étende et que l'Iran tombe au prix de la perte peut-être de dizaines de milliers, de centaines de milliers de vies de civils. On a bien compris qu'Israël est dans un objectif totalement fanatique, tout du moins le gouvernement israélien, parce qu'il n'est même pas certain que les Israéliens eux-mêmes soient spécialement ravis de se prendre des bombes iraniennes sur la gueule depuis plusieurs jours là. Donc voilà, il faut voir comment ça va tourner, mais je pense que Donald Trump est maintenant conscient de son intérêt et que tout cela ne dure pas indéfiniment. Oui, alors, allez-y, Arnaud. Il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était par rapport à l'AIPAC. Alors l'AIPAC a du poids aux États-Unis, c'est un lobby, enfin un Political Action Committee, donc c'est une organisation qui collecte des fonds pour financer des campagnes électorales. Ça a un point important, ça d'accord, ça c'est vrai, mais beaucoup moins aujourd'hui que ça en avait au début des années 2000. Parce que aujourd'hui, le principal lobby pro-israélien, c'est le CUFI, le Christian United for Israel, qui est une fédération de plein d'organisations locales, principalement des organisations religieuses chrétiennes, qui lui a entre 12 et 15 millions de membres. Et donc, au niveau électoral, ça a vraiment du poids. Parce que autant l'AIPAC, qui peuvent filer un petit chèque à un candidat pour qu'il puisse se présenter, autant l'AIPAC ne peut pas mobiliser des électeurs. Alors que le CUFI, lui, avec entre 12 et 15 millions de membres, c'est énorme au niveau électoral. Donc ça, c'est le vrai lobby qui est rarement mentionné en France quand on parle de. Je pense que c'est un lobby qui a beaucoup plus de poids parce que certes, il est moins visible, il est moins glamour, mais en sous-main, c'est eux qui tiennent une grande portion de l'électorat dans certains États. Ça, c'était mon premier point. Et mon deuxième point, par rapport à la situation, comment Trump peut sortir de ce conflit, quelle pourrait être la fin du conflit, je pense que Thomas a raison. Avec l'Iran, ça va sûrement se terminer avec des négociations parce que c'est aussi l'intérêt des Iraniens et du régime iranien d'arrêter ce conflit. Parce que déjà, la situation économique en Iran avant ces événements n'était pas bien brillante. La situation intérieure n'était pas très, très bonne. Et donc là, c'est un pays qui est quand même beaucoup plus exsangue qu'il ne l'était il y a quelques semaines. Donc je pense que ça va être de l'intérêt de tout le monde.
quels pourraient être les objectifs qui pourraient être affichés dans les médias auprès du public pour dire voilà, bon bah finalement on a obtenu ce qu'on voulait. Je pense que c'est la fin définitive du programme nucléaire iranien. Parce que s'il n'y a pas une fin définitive du programme nucléaire iranien, ce qui va se passer, c'est qu'on va retomber sur le même problème dans quelques années. Alors soit avec les États-Unis, soit avec Israël, soit avec un autre pays de la zone, un pays arabe, qui va dire bah écoutez, moi j'ai peur des Iraniens, je veux une bombe atomique. C'est déjà ce que les Saoudiens avancent depuis quelques années, en disant après tout pourquoi pas, le Pakistan ils ont des armes nucléaires, Israël ils ont des armes nucléaires, nous on ne se sent pas en sécurité. Donc je pense vraiment que le problème de la bombe nucléaire iranienne est quelque chose de très spécial. Souvent on nous dit oui mais Israël a aussi acquis l'arme nucléaire de manière illégale, etc. C'est vrai. Israël a eu l'arme nucléaire dans les années 60 ou 70, notamment avec l'aide de la France, de la 4e République à l'époque. Donc ça avait même commencé dans les années 50, le programme nucléaire israélien. Et Israël n'a jamais signé le traité de non-prolifération. Donc en fait, le fait qu'Israël ait des armes nucléaires ne viole pas le traité puisqu'ils n'ont jamais reconnu ce traité. L'Iran, lui, a signé le traité de non-prolifération à l'époque du Shah, puisque le Shah voulait un armement nucléaire et que il y a eu un bémol qui a été mis par les pays occidentaux en disant vous inquiétez pas, on vous protège, donc il n'y a pas besoin d'aller vers une course à l'armement nucléaire. Si l'Iran ne stoppe pas son programme nucléaire, à raison ou à tort, ça va générer un nouveau conflit dans les années à venir. Et donc je pense que ça, c'est vraiment le point primordial. Le deuxième point, c'est les objectifs qui peuvent être affichés de manière visible. Par exemple, le fait que l'Iran n'ait plus de marine, c'est-à-dire que l'Iran n'est plus en capacité de mettre des mines dans le détroit d'Ormuz. Puisque ça aussi, c'était quelque chose qui avait été mentionné à plusieurs reprises. Il y avait déjà eu vers 2011 ou 2012 un épisode où le prix du pétrole avait bondi parce que l'Iran avait fait des menaces sur le détroit d'Ormuz. Le fait qu'il soit plus en capacité de miner le détroit, c'est aussi quelque chose de très important. Donc je pense qu'il y a quelques éléments comme ça qui peuvent, alors on ne sait pas évidemment s'il y a des négociations qui ont lieu à l'heure actuelle et s'il y en a, on ne sait pas leur contenu. Mais je pense que ça tournera aux alentours de ce genre de choses. Pouvoir montrer une victoire auprès du grand public en affirmant que l'Iran n'a plus de marine, n'a plus d'aviation, a perdu tout un tas de ressources stratégiques et en même temps un abandon du programme nucléaire. Et aussi une dernière chose, c'est qu'on pourrait assister. Alors ça, je fais un peu de la projection, peut-être à tort, mais on pourrait assister en Iran dans les mois à venir à une transition douce comme il se passe au Venezuela. Rappelez-vous qu'au Venezuela, après le kidnapping de Maduro, puisqu'on va l'appeler comme ça, c'est un kidnapping, les gens disaient oui, c'est un coup d'État au Venezuela. Pas eu de coup d'État au Venezuela, parce qu'à part Maduro, tout le reste du gouvernement est le même que sous Maduro. La vice-présidente est devenue présidente. Tout le monde, toute l'administration en place est la même. Par contre, ils commencent à changer de politique tout doucement. Et donc, on a une transition où finalement, le fait que Maduro soit parti, ça a permis d'adoucir les choses et d'avoir une transition douce. Est-ce qu'en Iran, on ne va pas avoir affaire à la même chose, avec le fait que là, il y a eu quand même énormément de décès, d'assassinats ciblés dans les têtes du pays, que ce soit au niveau des ayatollahs, mais aussi dans des personnalités des administrations iraniennes. Est-ce que ça va pas faciliter une transition et peut-être une normalisation des relations? Peut-être un peu tôt pour le dire, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut se questionner. On aura peut-être le même type de transition. On fera une émission probablement dans quelques mois sur ce sujet avec Cuba. Ce sera possiblement ça aussi également. Cuba, faut savoir que Cuba avait vraiment la mainmise sur le Venezuela. D'ailleurs, Maduro, la protection de Maduro, sa garde prétorienne, c'était des Cubains. Donc, Cuba était vraiment un pays, un acteur majeur du Venezuela, puisque Cuba tirait ses ressources énergétiques du Venezuela. Et donc, le fait que le Venezuela soit tombé, qu'il n'y ait plus de ressources énergétiques qui vont vers Cuba, ça provoque une crise là-bas et ça peut être un début d'une série de dominos, en fait, où Cuba serait le deuxième domino dans la zone. C'est clair, c'est clair. Question que j'aurais aimé vous poser, Thomas Joly, parce que Thomas Joly, vous avez parlé tout à l'heure des potentiels attentats sous fausse flag, c'est-à-dire des faux drapeaux. À quel point vous pensez que Israël a l'intention d'entraîner l'Occident et surtout l'Europe, j'ai envie de dire, dans ses propres guerres? Est-ce que vous pensez qu'Israël a besoin des pays européens
ou seulement des États-Unis? Je crois qu'Israël, comment on sait que tout seul, ils n'ont pas les moyens, tout du moins, de s'en prendre à l'Iran, ne serait-ce que l'Iran. Mais on voit il y a une volonté expansionniste d'établir le grand Israël. Tout du moins, c'est ce que désire faire le gouvernement actuel israélien. On n'est pas non plus à l'abri qu'il y ait aussi un changement de politique en Israël. Il y a aussi des gens qui, en Israël, voilà, c'est pas non plus un bloc monolithique compact et peut-être que certains se disent que la politique du gouvernement est complètement suicidaire. Donc oui, il y a une volonté d'Israël de d'étendre le conflit. Au niveau de ses voisins, et d'entraîner évidemment l'Occident en lui faisant croire que voilà, qu'Israël est le poste avancé de l'Occident face à l'international islamique. Enfin, voilà, je vais pas vous faire n'avez qu'à allumer CNews pour entendre un petit peu la propagande. CNews qui est clairement devenue une chaîne de propagande israélienne. C'est assez hallucinant. Il fallait voir l'agressivité des présentateurs et des chroniqueurs quand un soldat français a été tué, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, en Irak, par une mystérieuse milice pro-iranienne ou pro-chiite, donc avec un drone qui aurait été envoyé par la milice pour attaquer des soldats français. Bon voilà, là je vous parlais aussi on en parlait des false flags, donc voilà, là ça fait partie pour essayer d'entraîner absolument eh bien la France, eh bien le Royaume-Uni, tout le monde dans les guerres israéliennes avec ses voisins. Donc je crois qu'il faut être très très méfiant, avoir du recul vis-à-vis de tout cela, ne pas prendre voilà ce qui est dit sur les chaînes d'information pour argent comptant, puisque on s'aperçoit que CNews est véritablement quasi une chaîne de l'étranger, enfin en tout cas une chaîne israélienne. C'est absolument hallucinant. Et quand l'un des invités a le malheur de sortir du discours pro-israélien, il est immédiatement soit recadré ou plus jamais réinvité. C'est incroyable. On dirait véritablement une chaîne qui se dit indépendante, qui dénonce en fait la censure réelle du gouvernement sur l'audiovisuel en France, et qui dénonce ça à juste titre, mais qui d'un autre côté a un discours totalement aligné sur la politique gouvernementale israélienne. D'ailleurs, je pense que ça peut être contre-productif sur les gens sains d'esprit qui regardent CNews. Je pense que CNews contribue à l'augmentation de l'antisémitisme en France. En tout cas, moi, je le vois ainsi. Écoutez, oui, Israël veut véritablement embraser ce conflit, l'étendre jusqu'à un point qu'on ne connaît pas encore. Et on a pu voir que les dernières interventions de Netanyahou ou de son hologramme avaient des connotations très religieuses, très mystique, qui parlait du grand Israël, qui parlait que voilà, la guerre ne s'arrêtera que quand le Messie sera arrivé. Enfin voilà, on est dans des discours totalement religieux, talmudiques, d'ailleurs qui ne sont pas diffusés, vous le remarquerez, par les grands médias français, puisque faudrait pas non plus que Netanyahou passe, ou le gouvernement israélien passe pour des fous furieux mystiques, ce qui est pourtant le cas. Donc voilà, c'est pour ça il faut impérativement, la position, en tout cas la mienne et celle du Parti de la France, n'est pas non plus de virer dans un délire monomaniaque antisémite, mais il faut arriver avec lucidité de s'apercevoir quelles sont les forces en présence et quels sont ceux qui veulent nous entraîner dans leur guerre inextricable, délirante et dangereuse pour l'Occident et même pour la stabilité du monde entier. Donc je pense qu'il faut être très très prudent, et c'est pour cela que je le dis clairement, Israël est un État
de déstabilisation mondiale qui veut entraîner les nations qui sont censées être ses alliés dans cette sorte de croisade talmudique contre tous ceux qu'il désigne comme étant ses ennemis. Donc il faut être très très prudent avec cela, très très prudent avec cette propagande qui est malheureusement relayée dans les médias français et voilà, d'avoir toujours ce recul nécessaire et de se dire quels sont nos intérêts, parce qu'en fait ce que la propagande israélienne arrive à faire, même en France, c'est de faire croire aux patriotes français que les intérêts d'Israël sont les intérêts de la France, de l'Occident, de l'Europe, que Israël, voilà, la fameuse soi-disant totalement imaginaire civilisation judéo-chrétienne. Donc voilà, ils essaient de mettre dans l'esprit des Européens qui pourtant étaient accusés de tous les maux, d'être des nazis, les collabos des nazis pendant des décennies. Et aujourd'hui, toute cette civilisation occidentale qui a été ultra culpabilisée, dont on a favorisé la destruction des identités par le métissage généralisé, par l'immigration extra-européenne massive dans tous ces pays, eh bien aujourd'hui, les mêmes viennent vous dire qu'il faut sauver le Grand Israël, être aux côtés du Grand Israël pour faire la guerre aux voisins d'Israël. Donc il faut être très très vigilant avec cela, prendre du recul plutôt que de se précipiter voilà, comme des faits simples d'esprit en disant ah, regardez, Israël fait le boulot. Vous entendez ça? Vous voyez quelquefois sur un commentaire sur les réseaux sociaux, Israël fait le boulot que la France ou que les Européens devraient faire. Et faire le boulot de quoi? En quoi la France ou l'Europe était menacée par l'Iran? Évidemment, si l'Iran s'écroule, là effectivement on va avoir des réfugiés, on va avoir des Iraniens, toute la ligne de la société iranienne qui va venir migrer, comme on a pu le voir au niveau de la Syrie, au niveau de la Libye, au niveau de l'Irak. Eh bien, avant, il n'y avait pas d'immigrés originaires de ces pays qui déferlaient en Europe. Eh bien, une fois que les régimes autoritaires de ces pays ont été chassés, eh bien, on a pu voir une déferlante migratoire qui venait de ces pays. Donc voilà, notre intérêt n'est pas de faire la guerre à l'Iran et n'est surtout pas d'aider Israël dans sa volonté de conquête qui sera insatiable. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est l'Iran, demain ce sera l'Égypte. On a bien compris qu'Israël n'avait pas du tout l'intention de s'arrêter là. On a vu au niveau de la Palestine qui n'existe quasiment plus. Il y a une volonté, voilà, d'épurer la région au profit du grand Israël mystique. Effectivement, merci beaucoup Thomas Joly. Mais du coup, justement, pour conclure un peu ce sujet principal, après on passera aux actualités, Thomas Joly, vous êtes président du Parti de la France. Si demain vous étiez parti de l'État français, président, excusez-moi, de la République française, quelle serait la position que vous adopteriez dans l'intérêt de la France, justement? Parce qu'on peut pas l'ignorer, le conflit. Eh bien, ce serait évidemment de protéger nos ressortissants, de protéger nos intérêts, et aussi, par exemple, première chose que je ferais, c'est que j'achèterais, en tout cas, nous metterions en place les conditions pour se fournir en pétrole là où c'est vendu le moins cher. C'est-à-dire que s'il faut l'acheter aux Russes, s'il faut l'acheter aux Iraniens et le faire venir, eh bien, dans l'intérêt de la France et des Français, eh bien, je m'arrangerai pour qu'au niveau énergétique, on prenne le pétrole là où il est le moins cher pour nous, puisque nous ne produisons pas de pétrole et nous en sommes dépendants. Donc ça, voilà, c'est quelque chose parmi d'autres. Mais sur ce conflit, évidemment, nous n'interviendrions pas du tout. Et d'un point de vue diplomatique, nous essaierions de dissuader, voilà, de convaincre plutôt Donald Trump de se retirer de ce conflit, puisqu'à partir du moment où les États-Unis se retireront de ce conflit, eh bien Israël sera obligé d'accepter une paix sur place. C'est bien ça qui est aussi c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que ils ont pu embarquer leur allié américain dans cette aventure douteuse que Israël a pu se permettre d'enclencher cette guerre. Seul Israël n'en serait pas capable. Donc voilà, il faut rejouer un rôle diplomatique intelligent
ne pas s'aligner bêtement et systématiquement sur un côté ou sur l'autre. Il ne serait pas évidemment non plus question voilà, de collaborer avec le régime des Mollahs, si ce n'est que pour leur acheter du pétrole, peut-être, s'ils le vendent pas cher, et si il y a une possibilité à ce qu'il arrive jusque chez nous sans heurts. Mais en tout cas, voilà, il s'agirait de protéger nos intérêts et de toute façon, la France n'est pas en mesure, d'un point de vue militaire ou économique, ou malheureusement, et je le regrette, d'avoir une quelconque influence dans ce conflit, malheureusement. Donc voilà, il faudrait être assez relativement malin et essayer de diplomatiquement auprès de nos alliés américains, auprès de Donald Trump, déjà avoir des bonnes relations avec lui, parce qu'en général, ça se passe mieux. À mon avis, avec un président nationaliste, ça se passerait beaucoup mieux avec Donald Trump plutôt qu'avec Emmanuel Macron, que Donald Trump méprise. Même si Emmanuel Macron, donc, parfois fait des ronds de jambes à Donald Trump parce qu'il y est bien obligé, eh bien je suis certain qu'on obtiendrait bien plus avec un président nationaliste qui est sur une ligne plus ou moins similaire en politique intérieure à Donald Trump auprès des États-Unis qu'avec un Emmanuel Macron qui est décrédibilisé totalement sur la scène internationale. Bah, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Thomas Joly. Arnaud, je vois que vous alliez Oui. rajouter quelque chose, bien sûr, pour finir. Ouais, je suis globalement d'accord avec Thomas, surtout sur le Emmanuel Macron, en fait, qui n'est pas du tout en mesure de faire quoi que ce soit. La base française à Abu Dhabi, je crois que c'est le camp de la paix, Peace Camp, qui a été bombardé par l'Iran au premier jour du conflit. Il n'y a eu absolument aucune réaction française ce jour-là. Donc après, faire du cinéma en disant voilà, on va envoyer le porte-avions, etc. Quand c'est 10 jours plus tard, ça n'a pas vraiment de sens. Ça, encore une fois, on voit la faiblesse de l'Europe politique, hein, de l'Europe au sens large, hein, parce que je vais inclure aussi la Grande-Bretagne là-dedans, dans l'incapacité d'avoir une réaction crédible. Les Anglais voulaient envoyer leur porte-avions Prince of Wales, Prince de Galles, puis finalement, ils n'ont pas de navire d'escorte, donc ils l'envoient pas. Donc ils ont un porte-avions, mais ils peuvent pas faire un groupe aéronaval avec. La France a envoyé Charles Le de Gaulle. Royaume-Uni qui a eu la plus grande marine du monde, qui a fait trembler pendant des siècles sur les mers, et aujourd'hui n'est même pas capable d'avoir des navires d'escorte pour son porte-avions. C'est effroyable. Oui, et la France, a priori de ce que j'ai lu, a des navires d'escorte de 3 ou 4 autres pays, dont l'Italie. Mais ça veut dire que si on prend cette zone d'Europe de l'Ouest, on parle de plus de 200 millions, 250 millions d'habitants. Et pour faire un demi-groupe aéronaval avec le Charles de Gaulle, il faut 4 pays. C'est quand même pas brillant. On voit que les États-Unis peuvent envoyer 2 porte-avions, bientôt 3 sur zone. Ça montre aussi les faiblesses des capacités militaires des pays européens. Ça, je pense que c'est la volonté, je dirais, gauchisto-euromondialiste de désarmement des pays européens en se disant, il y aura plus de conflits, c'est l'Europe de la paix, donc on n'a plus besoin d'investir dans le domaine militaire. Et bien, on est arrivé à un retard et à un manque énorme en cas de conflit. C'est bien. Et là, d'un seul coup, on voit des types comme Emmanuel Macron, qui était prêt d'ailleurs, qui avait dit, je me souviens lors d'une réunion, avant qu'il soit président, que la dissuasion nucléaire, ça servait à rien. Enfin, vous voyez, ce genre d'énarque complètement déconnecté, et qui aujourd'hui, on retrouve ces mêmes personnages qui ont participé au désarmement de la France, ces mêmes personnages qui parlent d'un réarmement. Mais sauf qu'un réarmement, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Et là, comme le disait Arnaud, c'est absolument effrayant qu'on ne soit plus du tout capable d'intervenir militairement de manière crédible où que ce soit, et que on est obligé avec de briques et de broc. Et encore faut-il, nous n'avons qu'un seul porte-avions. Ce qui est très peu. Nous n'avons pas 2 porte-avions, et le prochain, il n'arrivera qu'après 2030. Donc on n'est pas. Vaut mieux pas que la France entre en guerre aujourd'hui. Oui, mais alors le Royaume-Uni a 2 porte-avions, mais ils n'ont pas de navire d'escorte, donc c'est un peu le même problème. Et là où je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que on s'aperçoit, tu le disais justement, que la théorie des dividendes de la paix depuis 1990, on sera plus en guerre, etc.
donc on peut mettre le budget militaire sur autre chose. On voit bien que cette théorie a touché ses limites. Hein. On voit bien avec la guerre en Ukraine et les événements récents que oui, il y a besoin de réarmement, il y a besoin de budget militaire, mais c'est aussi la même chose sur les énergies. Puisque là, j'ai vu passer une déclaration d'Ursula von der Leyen de la Commission européenne qui disait que oui, il y avait eu un choix qui avait été fait contre le nucléaire et que finalement, bon ben, c'était peut-être pas une bonne idée. D'accord, merci. On a perdu 20 ans avec ça, en dénucléarisant l'Europe, puisque l'Allemagne a abandonné le nucléaire dans les années qui ont suivi Fukushima. Macron avait été élu en 2017 avec le programme. Et le plus dramatique, c'est qu'on a perdu le savoir-faire. Oui, oui, oui. Évidemment, parce que tous les ouvriers spécialisés dans ce genre de construction, à partir du moment où il n'y a pas de construction, bah, ces gens-là ne travaillent plus et ne peuvent pas transmettre leur savoir. Je sais qu'au niveau de tout ce qui est les soudures dans l'industrie nucléaire, c'est très, très particulier. Et maintenant, on est obligé de faire appel à des personnes qui viennent de l'étranger pour former notre personnel. Et pareil, la centrale de Fessenheim, qui venait d'être refaite intégralement, elle était quasiment neuve puisqu'elle venait d'être refaite, elle avait été fermée par Macron. Et donc, en fait, on voit qu'en matière d'armement et de politique de défense, comme en matière d'énergie et de politique énergétique, c'est la même chose. On est aujourd'hui au pied du mur à cause de politiques débiles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui ont été faites il y a 20 ans. Voilà. Et aujourd'hui, le pétrole est cher, on n'achète plus de gaz aux Russes, bah oui. Mais pourquoi? Parce qu'on a le marché commun de l'électricité, on a commencé à réduire la part du nucléaire, donc ça va aussi faire monter les prix de l'électricité. Mais c'est vrai, malheureusement, c'est bien vrai. Et sur le pétrole aussi, hein. Sur le pétrole aussi, parce qu'il y a plusieurs pays européens qui n'exploitent pas leurs ressources pétrolières et gazières telles que ça pourrait le faire, telles que ça pourrait être fait. Je pense au Royaume-Uni, je pense à la Norvège. L'exploitation des ressources hydrocarbures en mer du Nord ne tourne pas à plein régime. La France a du pétrole à plusieurs endroits, notamment en Guyane, qui n'est pas exploité ou très peu. Donc, c'est peut-être aussi cette crise en Iran est peut-être aussi le moment de se dire bon ben voilà, on a fait des erreurs sur la politique énergétique et c'est le moment de changer de braquet. Ça peut être vraiment une chance en fait pour l'Europe. L'Europe n'étant pas impliquée vraiment dans ce conflit, peut être une opportunité de revoir toute la politique énergétique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, voilà, on finit pas sur une note très positive ce thème, mais bon, écoutez, au moins on est dans la réalité, nous sommes réalistes. C'était le thème évidemment pour ceux qui nous découvrent ce soir. 1 heure à peu près d'émission sur le thème et une demi-heure consacrée aux actualités de la semaine. Actualité de la semaine, bah, bien évidemment, c'est lié à notre sujet actuel, l'explosion du prix du carburant. On a dépassé les 2 euros le litre pour le gasoil. Je pense que vous l'avez vu. Thomas Joly, comment faire pour lutter contre l'explosion du prix du carburant une fois que nous serons au pouvoir? Déjà, il faut baisser drastiquement les taxes. Que ce soit de toute façon, ce soit général, mais en particulier sur le carburant, puisque c'est un besoin vital. C'est un besoin vital pour notre économie. Et le surtaxer, c'est-à-dire que baisser les taxes permettra également un regain économique. C'est-à-dire mettre des taxes pour voilà. En fait, bon, on va pas revenir voilà sur notre programme économique, mais c'est évident qu'en taxant tout, en surtaxant tout. En France, on est arrivé au niveau des taxes, on est arrivé au-delà de l'URSS. C'est fascinant. C'est-à-dire que là, on est arrivé à un taux de taxes de délit. Pourquoi? Pour entretenir un régime socialiste. Je le redis, il faut le redire, il faut le marteler. Nous ne sommes absolument pas dans une société libérale. En France, nous sommes dans un État quasiment plus communiste, plus socialiste que ne l'était l'URSS et ses satellites. C'est totalement délirant. C'est-à-dire qu'en fait, avec des politiciens qui veulent maintenir coûte que coûte un régime d'assistanat généralisé, de socialisme qui est en échec surtout dans tous les domaines de services publics délabrés. Enfin bon, je vais pas vous refaire un diagnostic de la situation de notre pays. Et tout ça pour un système de retraite ruineux qui va forcément se casser la gueule à court ou moyen terme. Eh bien, pour maintenir tout ça à très court terme, eh bien, on continue de surtaxer, en particulier le travail et l'activité économique. Donc, pour le carburant, il faudrait immédiatement baisser radicalement les taxes pour permettre
à notre économie nationale et également à la population de ne pas voir son pouvoir d'achat fondre. Parce que quand le pouvoir d'achat des gens fond, évidemment, d'un point de vue économique, ça se ressent immédiatement. Enfin, c'est une logique, il n'y a pas besoin. Je suis loin d'être un grand économiste, mais c'est d'une évidence, c'est le bon sens, c'est le simple bon sens. Sauf que malheureusement, la population française est marxisée au plus haut point, même au sein du camp national. Quand on voit le programme économique du Rassemblement national, c'est quasi le même que celui de Jean-Luc Mélenchon, malheureusement. La France a un besoin véritable d'être purgée du marxisme et d'être droitisée, d'être libéralisée économiquement. Je sais que c'est un gros mot pour certains. Dès qu'on prononce ce mot, certains ont des poussées d'urticaire. Eh bien non, il faut libéraliser notre économie sous peine que nous allons véritablement crever. Donc attention, je n'oublie pas non plus les marges d'enculés qu'ont essayé de se faire les pétroliers, les raffineurs, les distributeurs en quelques heures. C'est-à-dire qu'en quelques heures, en 3 jours, le litre de gasoil avait pris 30 centimes. Donc c'est évident qu'il y a une spéculation et une volonté on peut dire, de profiteurs de guerre, de profiteurs de la panique, de l'angoisse des marchés pour se goinfrer immédiatement. Et comme on a pu le voir aussi lors du conflit russo-ukrainien, c'est certain que évidemment là immédiatement. Donc l'État ne peut pas non plus tout faire, mais en tout cas il a un levier qui peut qu'il peut utiliser immédiatement, c'est la baisse des taxes, ne serait-ce que la baisse de la TVA. Et également ces taxes énormes qui est la TICPE, je sais plus exactement, enfin encore un acronyme. Ça a changé de nom. Comment ? Ça a changé de nom, non ? Ça a changé de nom récemment, ça. Parce que ça, oui, après, c'était TICPE et je crois que c'est un nouveau nom maintenant. Oui, bah en fait ça c'est aussi la bureaucratie française a cette spécificité, c'est de régulièrement de changer les noms, soit des organismes ou soit des taxes ou soit de trouver des noms, parce que en fait pour éviter la mauvaise réputation de telle ou telle taxe, eh bien on en change le nom, on complique encore sa ponction. En fait, on ne sait même plus qui. On dit ah bah non, c'est pas nous. Chaque collectivité, ah non, c'est pas nous. Allez voir un tel. Bah non, c'est un tel. C'est pas nous qui la fixons. Comme même la taxe foncière, on essaie d'enfumer les Français. Tout ça pour toujours les prélever toujours plus et pour qu'ils ne comprennent même pas vers qui ils puissent exprimer leur colère légitime. Donc toujours est-il qu'en tout cas tout ce système de taxes, en particulier de l'énergie, du carburant, c'est délirant que dans un pays comme la France, en plus aussi qui produit son électricité à moindre coût, et que pour des lubies écolo-gauchistes et européistes, eh bien on soit dans le marché européen de l'énergie, et également qu'on paye une fortune notre électricité alors qu'on pourrait la payer vraiment très très peu cher. Mais l'objectif et évidemment de favoriser les énergies dites vertes qui produisent peu, qui ne fonctionnent pas bien, mais ne vous inquiétez pas. Alors là, on se donne bonne conscience avec la secte climato-réchauffiste, en disant on lutte contre la dégradation, le dérèglement climatique, en favorisant, en taxant sur la facture d'énergie, sur la facture d'électricité. Donc on taxe le consommateur d'électricité au profit des énergies vertes qui coûtent une fortune, qui sont très peu productives, mais qui permettent aussi à certains de s'en mettre plein les poches. Donc voilà, c'est un sujet très vaste, mais en tout cas pour le carburant, immédiatement on baisse les taxes et on dénonce les profiteurs. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien en disant telle ou telle entreprise de raffinage, tel ou tel distributeur s'est fait une marge à profiter de la guerre pour entuber les Français. Il faut le dire, l'État peut le faire en disant, je ne sais pas quelle entreprise, je vais dire Total Energy, mais je ne sais pas du tout s'ils l'ont fait ou pas. C'est pas pour accuser, je veux pas non plus avoir un procès de Total ou quoi que ce soit, mais de dire voilà, telle entreprise a profité du conflit en Iran pour augmenter en 3 jours de 30 centimes ses bénéfices sur
sur le carburant. Il faut le dénoncer. Un ministre peut le faire, un président de la République peut le faire en disant voilà, cette entreprise a profité de vous. Eh bien, cette entreprise peut vous assurer que le lendemain, ces actions chutent au CAC 40, que les gens rendent leur abonnement à cette entreprise, ce fournisseur d'énergie, et ne vont plus dans les stations de service qui sont desservies par cette énergie. C'est évident. Et ça, l'État peut le faire. Mais faut pas un État fort, un État qui a en tête l'intérêt des Français et non pas qui ne sont pas tenus par différents lobbies industriels et quels qu'ils soient. Voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça que l'État pourrait agir, en dénonçant les enfoirés et en baissant radicalement les taxes. Alors, Thomas, il y a une chose où je pense que tu peut-être n'as pas pris en compte, c'est que l'État français a tout intérêt à ce que les pétroliers répercutent les hausses tout de suite et les baisses le plus tard possible. Parce que si le prix prend 30 centimes, les montants de TVA aussi, ils augmentent de la même bien sûr. Bien sûr. Et en fait, le truc, c'est que souvent les gens se questionnent, mais pourquoi quand le prix du pétrole il augmente à la hausse, ça on le voit tout de suite à la pompe, j'allais dire dans l'heure qui suit, mais en fait c'est le lendemain généralement, alors que quand ça baisse, ça met 2-3 semaines, un mois, parce qu'en fait les recettes fiscales qui sont calculées par l'État pour l'année à venir, on parle d'un prix du pétrole qui est censé être stable. À partir du moment où le prix du pétrole il explose, si c'est répercuté tout de suite, ça veut dire que pendant quelques semaines, il y a plus de rentrée d'argent. Et moi, je pense que l'État, surtout l'État macroniste, a tout intérêt à ce que le pouvoir essaie d'encaisser un petit peu pour remettre à flot le budget. Parce que le budget français n'est pas non plus très brillant. Maintenant, la charge de la dette commence à être un vrai sujet. Et c'est comme ça qu'on a vu le pétrole monter à $120 le baril, et vous avez eu des augmentations de prix instantanément. Et quand ça a baissé en dessous des $100, il n'y a pas eu de baisse. Alors que normalement, là, ça aurait dû s'annuler, en fait, si on était logique. C'est vrai, c'est vrai. Bah, merci beaucoup en tout cas de tous les deux pour avoir traité ce sujet sur l'explosion du prix du carburant. Alors je sais pas si vous avez vu en ce moment beaucoup de médias, j'ai vu La Provence, j'ai vu Mediapart, qui cherchent à nazifier Quentin Desranques, qui je rappelle a été tué par la Jeune Garde en ressortant des anciens commentaires ou des anciens tweets. Thomas Joly, est-ce que vous trouvez pas que c'est indigne et ignoble de chercher à diaboliser quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui a été tué même? Évidemment, c'est absolument infâme. Et ce qui est étonnant, mais en fait non, ce ne l'est pas. Je suis ironique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été recherchés des soi-disant des comptes sous pseudonyme tenus par Quentin. Toujours est-il qu'il n'est plus là pour se défendre. Il n'est plus là pour dire c'est vrai, c'est pas vrai, et puis en plus, voilà, quand on dit, parce que Mediapart dit que finalement, ils ont réussi à choper des archives, que ça a été effacé, mais que bon, ils ont quand même réussi et qu'ils sont persuadés que ça vient bien de Quentin. Mais en fait, ils ont aucune preuve. C'est juste leur bonne foi, la bonne foi de Mediapart. Bon, voilà, vous imaginez ce qu'on peut en penser. En fait, voilà, si on leur demande mais comment vous pouvez prouver ça, voilà, t'inquiète frère, c'est du sûr. Voilà, ils ne peuvent pas prouver du tout que c'est Quentin qui est derrière. Donc voilà, c'est une volonté de salir, de nazifier, de criminaliser Quentin Desranques de telle façon à justifier presque, à déresponsabiliser les auteurs de son assassinat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont pris quand même un coup derrière la tête, puisqu'il y a eu une certaine solidarité, une certaine unanimité autour du meurtre scandaleux, au bout d'un lynchage. Je rappelle quand même que Quentin n'a pas été tué, parce qu'on fait la comparaison, certains font la comparaison avec Clément Méric, en disant bah voyez, Méric ça lui est arrivé, eh bien vous disiez c'était bien fait pour sa gueule, sauf que ça n'a rien à voir. Clément Méric a attaqué Esteban Murillo, s'est pris une droite, est tombé sur un poteau, est mort. C'est-à-dire qu'il a provoqué une agression lui-même de quelqu'un, et sur un coup, il est décédé. Quentin Desranques a été lynché à mort par terre, et lorsqu'il était inconscient, des ordures antifa continuaient de lui tirer des pénaltys dans la tête. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans le même contexte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est véritablement des hyènes puantes qui ont assassiné un jeune homme en le massacrant par terre.
Alors, oui, il y a une volonté donc de la presse de gauche, d'extrême gauche, puisque la totalité de la presse de française est totalement gangrénée par l'extrême gauche. Il y a qu'à voir, je sais plus, je crois que c'était en 2017, je crois que Mélenchon devait être au sein des journalistes, il y avait un sondage qui avait été fait et je pense qu'il était largement à plus de 50% des intentions de vote. Je crois même qu'il était à 60% des intentions de vote. Donc voilà, ces gens refusent d'être marginalisés. Ils veulent conserver leur leadership au sein de la société française et ne veulent absolument pas être considérés comme des gens qui ne pourront plus fréquenter. Voilà, c'est une sorte de mafia d'extrême gauche qui tient les médias. Qui tient des pans entiers de nos institutions, alors qu'en plus ils sont en général minoritaires, mais ou dans les universités par exemple, et donc ils veulent absolument dénigrer Quentin pour faire transformer ça en gros en rixe politique et que ça ne leur reste pas, qu'ils puissent reprendre en fait leurs activités. Leurs activités de destruction de la France, leur activité de propagande politique d'extrême gauche, partout où ils sévissent, partout où ils sont, partout où ils ont des responsabilités. Et donc, ça fait partie, en fait, de leur manière de faire, c'est-à-dire de décrédibiliser une victime. Et ça, bien sûr, ils s'en donnent à cœur joie. Donc, c'est vomitif, évidemment, pour nous nationalistes, pour nous patriotes. Mais, par exemple, et puis, ce qui est incroyable, c'est que quelle pudeur de leur part, quel manque, on va dire, de volonté d'enquêter sur plutôt les assassins de Quentin. À aucun moment ils ne sont allés voir ce que ces personnes disaient sur les réseaux sociaux, sur les antécédents de toutes ces personnes. Ces mêmes médias ce sont des médias militants. Malheureusement, en France, la plupart des médias sont gangrénés par l'extrême gauche. Donc évidemment, j'ai une pensée pour la famille de Quentin qui doit subir ça après la perte tragique de leurs proches. Ils sont obligés en plus de subir cela après, parce que l'extrême gauche a l'intention de s'essuyer les pieds sur le cadavre de Quentin. C'est tout à fait scandaleux il faut bien que ces gens se disent qu'ils paieront un jour leur ignominie. Merci beaucoup Thomas Joly. Arnaud, vous allez devoir y aller, je crois, hein, à cause du décalage horaire. Merci beaucoup pour avoir participé sur le thème et je continue avec Thomas Joly sur les questions d'actualité, ça vous va? Ouais. Ça vous va, Arnaud? Ouais, ok. Je souhaite une bonne fin d'émission. Merci pour toi, Arnaud. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir Arnaud, à bientôt. Bonne journée, au revoir, bon courage. Bon Thomas Joly, nous voilà que tous les deux. J'espère que ça va aller. Oui, ça va aller. Ça devrait le faire. J'ai plus de nouvelles, moi, de Raphaël Arnaud. Alors, je sais pas si vous en avez, il a complètement disparu. Est-ce qu'il aurait rejoint Dupont-Ligonnès? Alors, Raphaël Arnaud, en fait, je pense que Mélenchon a dû lui dire de faire profil bas. Mais Raphaël Arnaud, n'a pas été exclu de LFI, n'a pas démissionné de son poste, de son mandat de député, et je pense qu'il fera son retour plus ou moins discrètement. D'ailleurs, ce dont on parlait juste avant, la diabolisation, la nazification de Quentin de Ranc, participe, à mon avis, au retour prochain de Raphaël Arnaud. Alors, va-t-il faire son retour à l'Assemblée nationale de manière triomphale, ou va-t-il faire ça discrètement? Je pense que c'est Mélenchon qui en décidera. Mais voilà, ils n'ont pas, contrairement à Marine Le Pen, qui dès qu'un journaliste lui dit qu'un de ses candidats au municipal a critiqué de manière un peu trop vertement l'immigration et le vire dans l'heure en s'excusant, Jean-Luc Mélenchon, un député dont les assistants parlementaires ont participé au meurtre de Quentin de Ranc, un député qui est fiché S, un député qui a participé à des actions violentes, qui est sous le coup d'ailleurs, je crois, de plusieurs enquêtes, qui est largement impliqué dans la mort de Quentin de Ranc, Mélenchon ne le lâche pas.
Et je pense que LFI prépare son retour. Peut-être lors d'un meeting où il sera applaudi, mais je pense qu'on assistera assez prochainement à cela. En attendant, il continue de toucher ses indemnités parlementaires parce que il est parvenu. Vous savez qu'on peut donner procuration à ses collègues pour les votes à l'Assemblée nationale. Donc là, les derniers votes à l'Assemblée nationale, eh bien, il y a le vote de Raphaël Arnaud. Et donc il n'est pas présent sur place, mais hélas, peut-on dire, eh bien, le règlement de l'Assemblée prévoit que des collègues puissent voter pour vous. Oui, c'est vrai, bien vu, un peu comme une procuration. D'ailleurs, concernant les élections municipales, parce que c'est demain, à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est demain qu'auront lieu les élections municipales, le 15 mars 2026. J'ai remarqué que le Rassemblement National, ils ont pas fait une campagne incroyable. Enfin, on se rappelle tous de Sarah Knafo, qui a fait des vidéos assez percutantes, une bonne communication sur les réseaux sociaux. Le Rassemblement National, de ce que j'ai vu, ils ont fait que s'excuser parce que dans des colistiers ou même dans des têtes de liste, il y aurait des candidats qui ont eu des propos un peu déplacés, des dérapages, n'est-ce pas, comme on dirait certains. Le Rassemblement National a fait une campagne d'excuses au final, non, Thomas Joly, vous en pensez quoi de cette campagne? Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle sert réellement les élections et les résultats? Déjà, de toute façon, c'est inutile, c'est toujours contre-productif de s'excuser ou de se justifier. Si dès la première polémique artificielle déclenchée par la presse de gauche, parce que c'est toujours Libération, Street Press, enfin voilà, des organes militants de gauche, s'ils avaient dit, écoutez, Marine Le Pen, écoutez, on n'en a rien à foutre, on verra ça en interne, mais on n'a absolument rien à vous dire, on maintient tous nos candidats, vous pouvez dire ce que vous voulez sur tel ou tel candidat, nous maintenons tout le monde. Et s'il y a des choses à reprocher à des candidats, nous le ferons en interne et vous ne serez même pas mis au courant de ce que nous aurons décidé. Et là, ça serait été terminé immédiatement. Il ne se serait plus rien passé. Mais non, là, on dirait que le casting des élections municipales au Rassemblement National est fait par Mediapart ou par Libération. Mais bon, aussi, peut-être que certains auditeurs vont être étonnés, mais sachez que la plupart des fuites viennent on va dire, de courants au sein du Rassemblement National, de courants en général assez peu hétéros et qui balancent eux-mêmes leurs petits camarades. Voilà, donc c'est-à-dire que les renseignements que peuvent avoir Mediapart ou Libération, eh bien, ils n'ont pas forcément fait une enquête approfondie pour rechercher un tel ou un tel. Il y a, par exemple, pour aller plomber la liste municipale d'un tel, eh bien, un petit camarade du Rassemblement National ou un cadre haut placé du Rassemblement National va envoyer à Libération quelques petites crottes de nez en fait d'archives de réseaux sociaux où un tel aurait osé dire, parce qu'en fait en plus il faut pas grand chose, hein. Il suffit de dire qu'on veut la remigration pour être considéré comme un candidat sulfureux, pour être considéré comme un candidat qui fait un dérapage, hein. Voilà, attention, c'est devenu totalement délirant. Donc j'imagine même pas maintenant être cadre du Rassemblement National, on doit même plus oser ouvrir la bouche, en tout cas aborder les sujets qui étaient auparavant les sujets phares du Front National, c'est-à-dire de parler d'immigration, de peine de mort. Je sais que même, je sais plus si c'est Mediapart ou Street Press qui ont dit tel candidat est pour le rétablissement de la peine de mort. Mais vous voyez, le taré, le nazi, le fou, il veut rétablir la peine de mort. C'était reproché à certains candidats. Donc bon, voilà, le Rassemblement National est véritablement devenu, en tout cas sa direction, un parti comme les autres et qui sont esclaves de la presse de gauche et d'extrême gauche qui décide de qui est digne ou non d'être candidat du Rassemblement National. Donc voilà, ce parti n'a plus rien à voir avec ce qu'il était sous Jean-Marie Le Pen, que nous regrettons un peu plus chaque jour. Effectivement, on le regrette beaucoup, mais il nous regarde, donc on doit être digne de son combat. Continuons si vous le voulez bien. On va rester sur ces élections municipales, car le Parti de la France a soutenu de nombreuses listes, et ça a été reçu, on va dire, avec une certaine... ouais, je sais pas, il y a des gens qui ont été contents, il y a des gens qui n'ont pas été très contents. En tout cas, l'Humanité et d'autres journaux ont fait plein d'articles à ce sujet.
Ça n'a pas l'air de ravir beaucoup de candidats. En tout cas, j'ai vu beaucoup de candidats du Rassemblement national faire des communiqués de presse, souvent mal écrits d'ailleurs, en expliquant qu'ils rejetaient totalement notre soutien. Thomas Joly, est-ce que finalement la castration idéologique et la castration de virilité est un critère nécessaire pour être candidat au sein du Rassemblement national quand on voit la réaction de certains? Alors oui, mais toutefois, je vous dirais qu'ils y sont obligés, en fait, par la direction nationale. Je sais qu'il y a même un de ces candidats qui a fait voilà un communiqué rejetant violemment notre soutien, qui m'a contacté directement en me disant j'ai été obligé. Je n'ai même pas rédigé le communiqué. C'est-à-dire que c'est la direction nationale qui m'a obligé, qui a envoyé le communiqué avec mon nom. Alors, il a dit je ne pouvais pas non plus rentrer en conflit, sinon j'aurais été désinvesti. Mais voilà, il y a un candidat qui m'a contacté directement en me disant la direction nationale nous oblige à rejeter votre soutien. Lui, il avait l'intention de ne rien dire du tout. D'ailleurs, ce qui aurait été, voilà, on ne dit rien, il ne se passe rien, et puis bah, la presse reste bêtement, voilà. Il suffit de pareil, si un candidat peut très bien dire ah bon, lui avait l'intention de dire ah bon, bah, ils me soutiennent, il dit j'en sais rien, je les connais pas, je sais pas qui c'est. Bah voilà, il suffisait de dire ça et hop, la polémique s'arrête tout de suite. Mais non, il a fallu répondre. Alors certains ont fait du zèle et d'autres ont juste en fait laissé la direction nationale publier un communiqué pour eux. Mais la direction nationale du Rassemblement national est totalement hystérique parce que on a soutenu certains candidats. Il y a la liste qui est disponible sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, ils n'ont pas été soutenus au hasard, par hasard. Je l'ai déjà dit lors de nos émissions. Voilà, sans essayer de voilà de donner des indices à la direction du Rassemblement national. Il n'est pas exclu qu'il y ait des gens du Parti de la France dans les listes que nous soutenons. Donc voilà, il n'y a pas de voilà, à aucun moment nous avons soutenu des listes en prenant une par hasard, par-ci, par-là. Non, c'est parce que il y a une raison, tout du moins politique, pour laquelle nous soutenons ces listes. Et d'ailleurs, certains candidats, alors ceux qui ne sont pas au Rassemblement national, qui ne sont pas dépendants de la direction du Rassemblement national, en tout cas, nous ont chaleureusement remercié de notre soutien. Je pense par exemple à Arthur Cottrell à Toulouse, hein, qui est le candidat Reconquête et qui nous a chaleureusement remercié pour notre soutien. Ou je pense également à notre ami Emmanuel Taffarelli à Mulhouse. D'ailleurs, il y a Pierre-Nicolas Nupes qui est allé lors de son meeting de campagne, il est allé voilà le soutenir physiquement, officiellement, et a pris la parole lors de son meeting de campagne à Mulhouse. Donc voilà, nous participons en tout cas à ces élections avec des candidats, mais que nous n'avons pas, enfin en tout cas sur des listes, mais dont nous n'avons pas rendu officiels les noms, tout du moins pour l'instant, de telle façon à ce qu'ils ne soient pas exclus en tout cas par le Rassemblement national suite à des pressions de la presse de gauche. Et alors partout où dans les villes où nous ne soutenons personne, eh bien nous conseillons à nos sympathisants de sanctionner toutes les saloperies de maires qui emmerdent à longueur d'année les automobilistes, qui emmerdent leurs administrés. Eh bien, sanctionnez-les. Vous en avez la possibilité. S'il y a deux listes, eh bien, votez pour l'autre liste. Faites payer à votre maire ces ralentisseurs, ces zones 30, cette urbanisation punitive, ces feux inutiles, ces radars qui ont été réclamés. Eh bien, faites-leur payer et votez contre eux. Vous savez, ces gens, ces maires, même dans les petites communes, pour eux, c'est un peu toute leur vie, c'est un peu aussi le moyen, voilà, certains personnages d'individus médiocres, eh bien, voilà, de pouvoir avoir une certaine autorité et d'emmerder les administrés. Eh bien, virez-les, dégagez-les, ça leur apprendra, ils retourneront dans l'anonymat et ils arrêteront d'emmerder leurs administrés. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je sais pas quelle est votre situation, vous, Thomas Joly, mais moi, personnellement, dans ma commune, j'ai le choix entre deux listes de gauche. Voilà, entre deux listes de gauche. Donc, je vais voter pour les blancs. Je vais faire le vote blanc. Voilà. Je vais pas voter, personnellement. Thomas Joly, vous, est-ce que vous avez un peu plus de chance en termes de choix?
Oui, 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 parce qu'il y a une liste d'hiver droite sortante qui, depuis 3 mandats, en fait, n'avait pas d'opposition. Je sais il y a 6 ans, j'avais essayé de monter une liste, mais ça ne s'était alors pas avec une énorme motivation. Les municipales me plaisent autant qu'elles plaisaient à Jean-Marie Le Pen, pour tout vous dire. Et là, cette année, écoutez, dans ma commune, il y a un jeune médecin a décidé de monter une liste sans étiquette. Il a l'air motivé, il a l'air bien, donc voilà, je le soutiens. En tout cas, je n'ai pas fait de soutien politique parce que c'est peu, sa liste est peu politisée. Je ne pense pas que ça aurait eu un impact. Je ne suis pas non plus sur cette liste, mais voilà, je la défends et je vais voter pour elle. J'étais à l'une de ses réunions de campagne, donc je connais certains de ses colistiers qui sont des amis. Et donc voilà, je vais voter pour cette liste. Mais bon voilà, c'est pas une démarche terriblement politique. J'avais déjà vu il y a plusieurs années cette information, mais elle revient un peu en ce moment, elle revient en force parce qu'on approche de la date butoir. C'est Renault, hein, je rappelle, constructeur automobile français d'automobile qui appartient à l'État, annonce ne plus produire de voitures thermiques d'ici 2030. Alors Thomas Joly, vous pensez quoi vous de tout ça? Des voitures électriques, etc. Bah, c'est surtout que même si on quoi qu'on puisse penser des voitures électriques, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, bah, les gens qui en achètent pour beaucoup les revendent. D'ailleurs, dans les parcs de location, on retrouve énormément de voitures électriques. Quand on a dit que le prix de l'occasion a baissé, en fait, c'est parce que tous les gens revendent, bradent leurs voitures électriques, n'en veulent plus. Pourquoi? Parce que l'autonomie, le gain financier, en fait, le coût d'achat est énorme. Le gain financier en roulant à l'électricité n'est pas si avantageux que ça. Et c'est surtout que l'autonomie n'est pas suffisante. C'est-à-dire que dès que vous roulez un peu trop, eh bien, vous vous retrouvez à devoir faire de très longues pauses pour recharger. Voilà, vous pouvez pas traverser la France comme vous pouvez le faire avec une voiture thermique. Donc là, Renault, en fait, c'est un choix complètement idéologique qui n'a aucune voilà, qui a aucune notion stratégique, économique. C'est un suicide commercial, alors que tous les autres constructeurs font l'inverse. Voilà, Renault et comme par hasard, Renault, l'État est majoritaire chez Renault. Donc voilà, c'est une démarche politique complètement suicidaire, un harakiri voulu par Bruxelles, et donc je pense que s'ils ne reviennent pas là-dessus, ce sera la fin, la déroute, la faillite de ce constructeur, puisque la plupart des autres constructeurs en reviennent, voire je sais qu'il y a même certains constructeurs qui abandonnent totalement l'électrique, puisque ça ne fonctionne pas, la technologie n'est pas encore au point. Le jour où on pourra, voilà, c'est évident que l'électrique à partir du moment où on pourra faire son plein en 5 minutes, comme avec le thermique, et qu'on pourra faire 800 km avec une voiture électrique, et que le prix sera abordable, que ce sera pas, la voiture électrique sera pas le prix d'une Tesla, par exemple. Et à partir de là, je pense que l'électrique aura sa chance, en tout cas dans le cœur des Français et des Européens. Et là, actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Ça a juste été, voilà, une volonté politique, écologique, climatiste d'imposer l'électrique, et ça ne fonctionne pas. Et alors que les autres se retirent de cette opération délirante idéologique, eh bien Renault fonce tête baissée pour massacrer son entreprise. Donc là, on est véritablement dans le suicide. Merci beaucoup, mon cher Thomas Joly, pour cette réponse sur les voitures thermiques. Et on va quand même, parce que qui dit Renault, moi ça me fait penser beaucoup, vous savez, à Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch a failli, à un moment donné, être très investi chez Renault. Et quand je pense à Bruno Gollnisch, moi je pense au Japon également. Et le Japon s'inquiète énormément en ce moment de l'immigration musulmane. On a vu on est face à une politique très protectrice envers sa propre population, parce qu'elle refuse de plus en plus désormais l'invasion africaine. Est-ce que le Japon
peut se servir de l'Europe comme exemple à ne pas faire justement pour ne pas devenir comme nous actuellement. Est-ce que la France est elle pourrait dire un exemple à ne pas suivre pour que le Japon puisse rester préservé et surtout traditionnel? Ah bah bien sûr. Comment il faut voir, ne serait-ce que les touristes asiatiques, hein, qu'ils ce soient des Japonais ou tous les Asiatiques qui viennent à Paris en espérant, ils croient qu'ils vont voir en fait le décor d'Amélie Poulain, ou Emily in Paris, et en fait ils arrivent dans un Paris africanisé. Et là, ils hallucinent quand ils ne se font pas agresser sur le champ de Mars ou voler ou truander. Enfin, voilà. Déjà, ceux qui s'y rendent, les touristes qui s'y rendent, sont absolument stupéfaits, quoi. Donc, évidemment que comment le que l'Europe est l'exemple à ne pas suivre. Bah, d'ailleurs, Donald Trump l'a pris en exemple depuis des années, que ce qu'était devenu l'Europe, en particulier la France, en particulier Paris, que c'était absolument dramatique. Donc, mais les Japonais en sont très très loin. Sauf que ils sont, alors même si le Premier ministre japonais là qui a gagné les élections récemment, avait dit qu'il préférait décroître, tout du moins démographiquement, voire économiquement, plutôt que de subir l'invasion migratoire et de changer le Japon dans son identité. Toujours est-il qu'il y a quand même des immigrés, en particulier venus d'Afrique ou du Moyen-Orient, qui s'installent au Japon et qui posent des problèmes, en particulier, comme par hasard, je vous le donne en mille, les musulmans. Qui posent problème, et les Japonais sont beaucoup plus rapides à la détente que les Européens, et font comprendre qu'ils ne veulent plus. Il y a même, je crois, donc déjà ils font la chasse aux clandestins, hein. Il y a des gouverneurs locaux qui ont donné des primes pour dénoncer les clandestins, et on voit qu'il y a vraiment une crispation de la population japonaise vis-à-vis de ces populations de cultures très différentes, et aux mœurs même très différentes. Voilà, on ne peut que les inviter à éviter de commettre les mêmes erreurs que nous. Retour en France désormais. Dupond-Moretti, futur défenseur des droits. Alors défenseur des droits, c'est je ne connaissais même pas ce machin. Alors c'est qu'une autorité administrative, de ce que j'ai vu, qui existe dans la Constitution depuis 2011, et c'est un mandat, une nomination pardon de 6 ans non renouvelable. J'ai pas trop compris à quoi ça sert, ça a l'air très flou. Ce serait pour défendre les droits, combattre la discrimination, je sais pas quoi. Pour moi c'est un poste inutile qu'il faut supprimer, mais peut-être que Thomas Joly pourra m'éclaircir là-dessus. Ça sert à quoi concrètement défenseur des droits? Est-ce que ça a un intérêt même d'en parler? Est-ce que c'est pas un peu ironique de nommer Dupond-Moretti potentiellement à cette fonction? Oui, bien sûr. Voilà, ça a été l'un des pires gardes des Sceaux qu'on ait jamais eu. C'est une crapule, c'est l'avocat des racailles. Mais en fait, là, Macron, ce qu'il cherche à faire, en ayant déjà passé Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, parce que c'est un pote de Macron, en mettant Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, tout ça, c'est les proches de Macron, sont les amis d'Emmanuel Macron. Et donc, en fait, c'est pour prolonger le macronisme au-delà de 2027 et de permettre de bloquer les institutions. Alors, le défenseur des droits, c'est un poste plus honorifique qu'autre chose, mais voilà, c'est un machin complètement inutile qu'il faut supprimer, bien sûr, et qui est toujours défendre les droits des étrangers, les droits des gens discriminés, les droits du squatteur contre le propriétaire. Enfin, voilà, c'est toujours dans une optique totalement gauchiste, et donc ça sert strictement à rien, à part saper l'autorité, le peu d'autorité que l'État peut avoir. Évidemment, et puis là, ça permet de caser les copains qui évidemment ont des émoluments très intéressants, hein, parce que tous ces postes-là sont évidemment très très bien payés avec l'argent du contribuable. Donc voilà, je vous évidemment, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que ce parti de la France supprimera ce machin qui sert absolument à rien.
Ouais, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Alors, je sais pas si vous avez vu l'évasion, je pense que oui, parce qu'on en a beaucoup parlé, d'Ilias Garbouche, Ganito, n'est-ce pas? On avait vu, donc c'est un détenu de 20 ans, français de souche, bien évidemment, qui a réussi à s'évader à l'aide de faux policiers et de faux documents. Alors, moi j'aimerais vous poser la question, Thomas Joly, est-ce que c'est parce que ces jeunes-là sont des génies, des gens très très forts, ou est-ce que c'est parce que le système carcéral et pénitentiaire en France est quelque peu inquiétant et que n'importe qui ose peut espérer effectivement s'échapper. Alors bon, quand on voit le faciès du garçon, voilà, il ne respire pas spécialement l'intelligence, ni la bonté, ni la bienveillance. Mais bon, des comme ça, on en croise 50 par jour dans les grandes villes, hein. Toujours est-il que bon, c'est peut-être pas le plus débile du lot, puisqu'il a réussi à s'évader. Il faut quand même le faire, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que la procédure, en fait, d'extraction des prisonniers a été entièrement numérisée. Et puis, comme tous les services numérisés de l'État, bah, ça a été piraté. Et puis, à partir de là, eh bien, maintenant, les formulaires sont aux mains de hackers et qui c'est arrivé aux mains des truands. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont parvenus à, à faire libérer, enfin, à enlever ce type en faisant croire à une fausse extraction. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, l'État est incapable de protéger ses données, de protéger nos données, et ça aboutit à voilà que cette crapule dangereuse soit de nouveau dans la nature. Et enfin, dernière actualité, un peu plus peut-être loufoque ou surprenante, c'est par rapport au maire Christian Estrosi, maire Horizon, pour ceux qui avaient oublié que ce parti existait, maire de Nice. Deux personnes auraient mis une tête de porc devant chez lui. C'est particulier. Est-ce que vous comprenez ce message, Thomas Joly, que ces deux Niçois ont voulu lancer au maire, à monsieur le maire Christian Estrosi? Alors ça, c'était l'information de base. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de savoir qu'en fait, c'était deux Tunisiens qui étaient mandatés par l'entourage proche de Christian Estrosi pour essayer de relancer sa campagne, une campagne de victimisation. Et que là, Christian Estrosi, en fait, c'est le chant du cygne, hein, puisque bon, il était déjà très mal dans les sondages, et que là, voilà, c'est véritablement au grand jour. En tout cas, à Nice, tout le monde est au courant, et que voilà, ils se sont fait poisser. Donc, c'est un proche de sa femme qui aurait organisé ça, un ancien agent de la DST devenu détective privé et qui est proche de sa femme. On a vu Estrosi qui a fait une conférence de presse où il était absolument ridicule. Il a essayé d'impliquer l'ultra-droite en balançant que ce soi-disant agent de la DST venait de l'ultra-droite. Enfin, il était pitoyable, il cherchait ses mots, il était voilà, je pense qu'il va être balayé, et tant mieux, à Nice, et qu'en fait il ne va rester de lui que cette pantalonnade, cette manipulation pour laquelle j'espère il sera condamné, il sera poursuivi et condamné, puisque apparemment il s'agit d'un grossier montage qui a été lamentablement mis à jour par l'enquête policière. Immédiatement, ils se sont aperçus que c'était quelque chose que c'était une manipulation, et dont lui et son épouse, apparemment, en sont les auteurs. J'avais vu effectivement l'hypothèse de la manipulation également. Ah là, on n'est plus dans l'hypothèse, hein, c'est directement le procureur saisi. Enfin, tout à fait, mais vu que je l'avais lu sur Libération de base, j'avais pas trop accordé d'importance, mais ça me fait plaisir que vous apportiez des précisions, donc effectivement c'est le procureur saisi qui l'aurait dit. C'est bien du coup, c'est que Libération ne dit pas que des bêtises, j'aurais dû creuser un peu plus. C'est très bien. Merci beaucoup Thomas Joly en tout cas d'avoir traité ce sujet avec Arnaud Mille qui est parti prématurément à cause des questions de décalage horaire. On a fait 2 heures d'émission sur le sujet et sur les actualités hebdomadaires de la semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir. Merci beaucoup Thomas Joly d'avoir participé. Mais merci à vous. 2 heures d'émission, c'est ce qu'il faut. Je trouve que c'est bien. Ni plus ni moins, c'est une bonne durée, je pense, pour nos auditeurs. Oui, c'est vraiment pas mal. En tout cas, voilà. Maintenant que vous avez vu, c'est le samedi soir. J'espère que vous vous habituerez au nouveau rythme. Bon, c'est pas très grave. On reste sur une par semaine. Et oui, puis il faut le dire aussi, c'est parce que voilà, vous avez des activités professionnelles. Vous n'êtes pas un permanent du Parti de la France, et qu'évidemment vos activités professionnelles priment
sur voilà sur les émissions du parti. Malheureusement pour le parti, malheureusement pour nous, mais voilà, nous n'avons pas les moyens de vous rémunérer et c'est tout à fait normal qu'on s'adapte à vos horaires plutôt que l'inverse. Et évidemment, on va peut-être essayer d'étoffer l'équipe de communication pour vous soulager un petit peu. Je pense on en reparlera. Mais voilà, il faut être conscient que nous sommes un parti politique où tout le monde est bénévole et il faut s'adapter aux possibilités et aux disponibilités des uns et des autres. Bah, tout à fait. Bah, merci beaucoup, Thomas Joly, pour votre compréhension. En tout cas, nous nous retrouverons demain, chers auditeurs, pour le Parti de la France en direct. Vous en avez l'habitude, c'est tous les dimanches soirs à 20h, ça ne bouge pas. Et probablement la semaine prochaine pour un nouveau forum du Parti de la France. Samedi soir aussi. Voilà. En tout cas, merci pour tous, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Et surtout, n'hésitez pas à partager, liker et commenter les émissions. C'est très important, ça nous aide beaucoup pour l'algorithme et ça nous aide beaucoup pour notre combat de manière générale. Et abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Qu'est-ce que vous attendez? Et adhérez au parti, bien sûr. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de soirée également. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Allez, au revoir et à demain pour le direct.